stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo. Vincenzo, l'amideo est en moderne. Voilà, on est recording là. Donc, salut Antoine. Salut Vincenzo. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, super. Bon, comme je disais juste avant qu'on commence à recorder, c'est cool. Je pense qu'on va avoir une top qualité sonore. Là, je vois que t'as du matos, t'es équipé. Merci le Covid. Ouais, quoi, t'as acheté ça pourquoi ? Juste pour les réunions Ouais, aussi pour faire tout ce qui est webinaire, tout ça, avoir un bon matériel à la maison, quoi. Ouais. Bah écoute, ça s'entend, le son est vraiment super quali. Donc ça fait plaisir parce que j'ai enregistré certains podcasts où le son plus était dur. pas... Ouais, c'était plus compliqué. Mais donc ouais, c'est cool. Écoute, top, content de t'avoir ici. Nous on s'est rencontrés il y a 11 ans en réalité. Ok. Ouais, on s'est rencontrés en fait, on s'est rencontrés à San Francisco. C'était la Web Mission. Je pense qu'on s'était jamais vu avant la Web Mission. Moi, j'ai l'impression que si. Ouais, on s'était peut-être juste croisés. Croisés dans des rues à Louvain-la-Neuve, un drinking the web ou un truc comme ça. Ouais. Dans des ruelles sombres de Louvain-la-Neuve. Ouais, il faisait, ouais. Ouais. À l'époque Peut-être, effectivement. Ouais. À l'époque où tu avais ton agence, peut-être. Ouais, c'est bien possible en fait. Mais voilà, moi le vrai premier souvenir que j'avais de toi, c'était C'est la web mission. Ouais, 10 jours, je crois, à San Francisco. On était partis tous des Belges là. C'est marrant parce que je trouve on était partis à San Francisco comme on va au zoo quoi. On avait été visiter la Silicon Valley. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis tiens, c'était quand même un peu bizarre. Ouais, c'était osé, mais c'était une chouette aventure. Enfin, tout ça a commencé avec Laurent Eschnauer qui avait été invité. La première émission, c'est Laurent qui avait été invité. Il faisait un outil qui s'appelait Storyteller, je pense. Mm-hmm. L'idée, c'était tu connectais tous tes réseaux sociaux et ça te faisait une sorte de blog automatique. Tu pouvais avoir ton Foursquare qui était connecté, ton Twitter et autres. Et ça te faisait un blog qui rassemblait tous tes outils, qui racontait l'histoire de ta vie, quoi. Et ils utilisaient l'API de Google d'une manière que Google avait appréciée. Donc, ils les avaient invités, lui et son cofondateur, à venir au Google I.O. Et à l'époque, il y avait, je sais pas si tu te souviens, le Beta Group, il y a peut-être encore maintenant à Bruxelles que Jean Dorelli faisait. Et il avait pitché, j'ai 2 tickets pour aller au Google I.O. Ben, finalement, je vais tout seul. Est-ce que quelqu'un veut venir avec ? Puis je crois que Xavier Daman avait enchaîné, puis Damien Van Acter, et puis moi, et puis d'autres. Et puis et puis ça a fait un petit groupe pour faire la première émission. C'était chouette. Ça me donne plein de noms de personnes éventuellement dans le podcast. Ah ouais, alors Jean Dorelli, moi je le connais très très bien parce qu'on est associés dans ma boîte. Donc le Beta Group. Alors le Beta Group ça n'existe plus. On en parlait il y a 2-3 jours, figure-toi, avec Jean qui était remonté de Madrid ici à Bruxelles. Et, on en parlait avec Jean et avec Thibaut Elzière qui je pense prépare un truc parce que ça lui manque un peu le délire Beta Group. Et c'est vrai qu'il a pas tort. L'écosystème belge c'est un peu light quoi. Donc le Beta Group c'était pas mal. Moi je trouve que ça a été un truc. Il y avait Jean, il a quand même réussi à créer un truc avec le Beta Group. Ça manque un peu aujourd'hui, je trouve. Alors moi, je sais pas si ça manque ou si c'est nous qui ne sommes plus dans le même milieu, tu vois. On a 41, 42 ans, 43, tu vois. Je sais pas, les jeunes de 20 ans, ils ont peut-être leur truc, tu vois. On a tous les deux la calvasse, comme diraient mes enfants. La petite calvitie, là. Donc, parce qu'on filme aujourd'hui pour la première fois. Donc, effectivement, on a un peu la même tête. Garnis tous les deux. Moi, je me souviens de toi avec une énorme barbe. Écoute, hier, j'en avais une un peu plus grande chez le barbier, donc elle est plus courte. Bah ouais, on a vieilli. Mais on a vieilli, mais je pense quand même qu'il y a pas grand-chose, honnêtement. Il y a pas grand-chose. Moi, je vais un peu au mix à Bruxelles de temps en temps, mais il y a pas tu vois, un écosystème avec des meetings un peu réguliers qui rassemblent des gens autour de ces startups. De la même manière, quoi. Ouais, on parlait avec Thibaut Elzière, notamment d'Oussama Ammar avec The Family, tu vois, qui est un peu controversé pour le moment, mais qui a quand même créé un truc là avec The Family. Et je pense que Thibaut qui est venu dans le podcast d'ailleurs, dans l'épisode 4, je crois, il est assez chaud, je pense, pour essayer de faire un truc en Belgique. Bah, bonne idée. Bonne idée. On verra ce que ça donne. C'est quand même vachement plus petit que la France, mais. Mais donc on s'était rencontrés effectivement Drinking the Web qui était aussi une petite organisation de gens Jean-Baptiste Escoyer qui avait fait ça, non ? Tout à fait. Jean-Baptiste Escoyer avec je pense Nicolas Jacobéus de Be Lighted. Tout à fait.
fait. Mais donc voilà, moi effectivement, on s'est sans doute rencontrés avant, mais j'avais le souvenir de la Web Mission en Silicon Valley. J'avais été avec ma femme à l'époque, on pensait aller s'installer là-bas. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de pas y aller. Voilà. Mais ça, c'est peut-être une question. C'est une question que j'avais parce que je sais que t'as toujours aimé, t'as toujours regardé la Silicon Valley comme ça, un peu d'ici depuis la Belgique. T'en es où toi avec comment tu vois la Silicon Valley aujourd'hui? Est-ce que ça t'attire toujours autant? Est-ce que c'est toujours un truc où tu te dis waouh, c'est comme cool? En fait, c'est assez paradoxal. J'ai toujours vu l'endroit comme un endroit où tu vas pour prendre de l'énergie, mais y vivre, je pense, les États-Unis, à part que c'est un endroit qui est attirant par les paysages, les endroits que tu peux visiter, les personnes, etc. D'un point de vue la manière dont ça fonctionne, ça m'a jamais vraiment attiré. Il y a un côté à la fois rigide dans les lois et dans le système et dans mon côté latin, il correspond pas trop, je pense, au côté américain. Et donc voilà, y vivre aujourd'hui, je pourrais pas. Je me dis même, alors c'est peut-être un peu stupide, mais si je peux, j'essaye d'éviter d'aller aux États-Unis. Okay. C'est particulier. Mais pourquoi? C'est quoi la raison? Je crois qu'il y a eu un déclic à un moment où il y a toute une histoire d'un ami qui s'est retrouvé en prison pour une connerie de papier qu'il avait mal signé dans l'avion, tu vois, l'ESTA que tu dois signer dedans, quoi. Et je me dis, pour vraiment très peu de choses, tu peux vraiment te retrouver dans la merde là-bas. Ouais. Tandis qu'ici, tu peux encore, j'ai l'impression, parler d'une manière différente. Alors, c'est un a priori, donc. Mais après, c'est un endroit, je trouve, où il y a beaucoup de choses qui émergent, qui nous inspirent ou qui sont observées. Et puis après, je pense que nous, on a notre historique, notre culture, nos valeurs qu'il faut garder, quoi. Ouais. Et c'est marrant cette histoire de finir en prison pour rien. Moi, c'est toujours le stress à chaque fois que je mets les pieds aux États-Unis. Je me dis, j'espère que j'ai pas un truc, tu vois. Mais j'ai déjà mis les pieds dans des pays bien plus dangereux et où je me sens moins. Enfin, où je me sens moins en danger, tu vois, par rapport à ça, parce que tu dis, il y a toujours moyen de parler, tu vois, mais là, j'ai l'impression. Alors voilà, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est un sentiment, quoi. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses, là, du coup, des événements récents, là, parce que ça bouge beaucoup, là, pour l'instant, aux États-Unis? Ouais. Bah écoute, moi, je suis ça avec attention. C'est difficile de se positionner parce qu'il y a tellement de discours qui vont dans tous les sens. Alors, pour le moment, ça divise beaucoup. C'est ce que je vois dans les gens extrêmement bienveillants et intelligents que je suis. Je sens qu'ils se divisent. Ils se divisent. Il y en a qui quittent, par exemple, X. Il y en a qui veulent rester. Il y en a qui sont pour ou contre Musk. Ouais, c'est assez particulier ce qui se passe à ce niveau-là. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui avancent et qui bougent. Donc moi je demande à voir où ça nous mène, mais je suis pas toujours aligné non plus avec ce qui se fait pour le moment. Donc c'est difficile à prendre une. Alors je suis quelqu'un qui rarement prend des positions tranchées sur des sujets, donc j'aime bien rester dans l'eau et observer, quoi. Et donc j'observe. C'est ça, tu te prononceras pas. Ouais. T'attends de voir, quoi. Ouais, enfin. En disant ça, je me prononce un peu quand même parce que je continue à suivre, à regarder, à observer et à écouter. Donc, ça m'intéresse ce qui se passe. Ouais. Non, c'est clair. Écoute, on pourra peut-être en rediscuter un petit peu plus tard parce que le truc c'est que je vois qu'on a déjà démarré, ça fait déjà 10 minutes et en fait, tu t'es même pas présenté. Donc c'est toujours le truc qu'on fait dans ce genre de podcast, donc c'est important de le faire. Je pense que tout le monde te connaît pas et donc c'est l'occasion de d'abord un peu apprendre à te connaître, savoir qui tu es, ce que tu fais. Donc moi ce que j'ai compris là, tu t'es reconverti, t'es boulanger maintenant. Si j'ai bien compris. Non, je serai boulanger le jour où j'ai plus besoin de travailler peut-être. Mais non, j'en parlais avec justement avec Xavier Daman l'autre jour. Je disais que si je vais ouvrir une boulangerie, c'est le jour où je dois pas gagner d'argent pour vivre. Parce que j'étais voir ton Insta là, je l'avais pas vu depuis longtemps. Il y a que des photos de pain, quoi, de pain, de baguettes, des trucs. Mais donc pour me présenter, je m'appelle Antoine. Vas-y. Antoine Perdance. Je suis un des cofondateurs de Helium. C'est une plateforme de partage de connaissances assistée par de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et j'ai 3 enfants, 3 beaux enfants.
qui ont 2 ans, qui ont 11 ans et 8 ans. Ouais, insiste bien, parce que je pense que tes enfants écoutent le podcast. Ah, il y a mon aîné, il aime bien écouter le podcast. Ça aussi, on va en parler, ça m'intéresse. Et donc, du coup, Helium, c'est une entreprise que j'ai co-créée avec des amis en 2007-2008. À l'époque, ça s'appelait Knowledge Plaza. On a changé de nom. Donc, c'est une longue histoire. Ça fait un petit temps qu'on est là-dedans. Et avant ça, j'étais à Louvain-la-Neuve. J'ai fait mes études d'ingénieur civil avec pas mal de gens dont on a déjà parlé, comme Xavier qui était avec moi et Jean-Baptiste Escoyer aussi qui était là. Mm-hmm. Ok. Et alors, Helium, donc 17 ans dans Helium, c'est ça? Si je calcule bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vachement long, non? Ouais, c'est long. Comment tu fais pour rester focus pendant autant de temps? Je pense que je suis quelqu'un qui essaie d'aller au bout des choses, ce qui peut être bien et pas bien pour certains, pour certains aspects. Mais surtout, en fait, c'est une entreprise. Derrière Helium, il y a une société qui s'appelle Whatever. Et l'idée de Whatever au départ, c'était d'explorer différents projets qu'on pouvait faire. Des projets qui peuvent paraître complexes et qu'on peut packager de manière simple. Et on pourra en reparler peut-être après de différents projets qu'on a fait. Mais, une sorte de studio, si tu veux. Mais finalement, on est arrivé sur Knowledge Plaza à l'époque. C'était un projet qu'on a pu productifier, où on a pu avoir des clients qui ont commencé à payer pour. Et on a pu trouver des investisseurs qui ont investi dans ce projet. Et donc, on s'est mis à fond dedans et on a laissé tomber à peu près tout ce qu'on faisait sur le côté. Mais il y a eu plusieurs vies. Tu vois, on a même changé de nom. On a levé des fonds. On a repris une partie des fonds. On a recruté beaucoup à un moment donné. Puis, on a réduit la taille de l'entreprise. Le produit en lui-même a changé plusieurs fois de manière assez forte. Et tant qu'il y a un intérêt à pouvoir fournir quelque chose qui plaît aux utilisateurs, aux clients, qui permet d'amener une technologie qui peut paraître complexe, mais de la rendre plus simple à l'utilisation dans le domaine qui est le partage de connaissances d'Helium, en fait, ça me motive. Voilà. Et donc, du coup, c'est une certaine longueur, mais en fait, il y a plusieurs vies dans cette boîte et à chaque fois, c'est une nouvelle source de motivation. Ouais, c'est souvent le cas dans les longues histoires comme ça. Il y a un peu plusieurs vies, quoi. C'est toujours la même boîte, mais effectivement il y a plusieurs vagues, quoi. Ouais. Ouais, et puis elle est portée par tout ce qui bouge à l'externe. Je pense que tu vois, au début quand on s'est lancé, c'était un peu le monde de l'entreprise 2.0. Le Web 2 percolait dans l'entreprise en 2008 et tout ce qui était wiki, tout ce qui était partage en interne, etc. commençait vraiment à éclore. Et puis après, il y a eu d'autres vagues. Il y a eu le réseau social en entreprise qui est arrivé. Puis il y a eu la curation ou le partage un peu collectif d'informations en interne. Puis maintenant, il y a toute la vague intelligence artificielle qui porte des outils comme le nôtre. Et donc, du coup, ça fait vraiment à chaque fois des nouvelles vies, quoi. Ouais, c'est ça. Et je me demandais, donc si on essaie de résumer un tout petit peu ce que fait Helium, Knowledge Plaza, qui est devenu Helium. Donc c'est en gros... Je te dis comment moi je le vois, puis tu me corriges. C'est une plateforme qui permet de partager la connaissance en entreprise. Ouais, donc d'un côté on la partage, de l'autre côté on l'utilise, parce que si tu partages juste pour partager, ça sert à rien. Et de plus en plus, on a deux usages de la plateforme, soit dans des équipes qui sont très opérationnelles, donc partager des bonnes pratiques sur comment faire du packaging dans ton entreprise, comment gérer tes produits, construire les usines, donc avec des clients comme L'Oréal par exemple, Vinci Énergie, ou des boîtes assez grandes et importantes qui l'utilisent dans cette partie-là. Puis après, un autre aspect qui est tout ce qui est support client. Donc si tu travailles dans des équipes support pour tes clients et que tu as des réponses qui sont soit au téléphone, par chat ou même par mail, tu dois pouvoir répondre rapidement à tes clients et trouver une information correcte, à jour et précise par rapport aux questions qui se posent. Et donc là, l'intelligence artificielle aide aussi fortement à pouvoir rapidement, tu poses la question et finalement, ça t'aide à trouver l'information dans notre outil et de pouvoir y répondre. Et donc, par exemple, Fnac Darty nous utilise en France pour pouvoir équiper les équipes de support client, pour pouvoir répondre à leurs clients via Helium, quoi.
Et donc ça, c'est les deux grands usages qu'on a aujourd'hui de la plateforme. Okay. À l'époque, on en a eu d'autres, mais ici, c'est vraiment là-dessus qu'on je viens de me rappeler, quand tu viens de me rappeler ce fameux usage réseau social d'entreprise. Effectivement, c'est un truc, ça a pris un moment, ça. Il y a des entreprises qui... Ouais, à fond. Et puis après, c'est mort assez rapidement quand Teams et Slack est arrivé, en fait. La promesse, c'était le zéro email. Il y a Thierry Breton, d'ailleurs, qui s'est retrouvé à l'Europe pendant tout un temps, qui maintenant travaille pour une boîte américaine, d'ailleurs. Il y a pas longtemps, là, j'ai vu. Il vient de prendre un nouveau... Je sais pas si c'est une bonne chose pour cette boîte. Enfin, moi, si j'avais des actions, je sais pas si je les garde. Mais à l'époque, il était à la tête de Atos et ils avaient racheté Blue Kiwi, qui était un peu le leader français du réseau social d'entreprise et qui avait lancé un mouvement zéro email et de l'idée de plus avoir de mail en interne, en fait. Et je pense que cette promesse du zéro email, finalement, c'est plus le Slack et le Teams qui l'ont réglé. Que le réseau social, quoi. Ouais, clairement. En interne, c'est vrai que moi, j'envoie quasi plus d'emails en interne. C'est fini. On fait tout sur Slack. Et tiens, justement, donc en parlant de Slack, je pense à un truc. C'est pas compliqué de gérer un outil de knowledge base avec un Notion à côté, par exemple. C'est pas parce que nous on utilise Notion, donc tu vois. Ouais, Notion, je pense c'est un super. Alors moi j'utilise très peu Notion, mais c'est un super outil, je pense pour des équipes qui ont une certaine taille. Je pense quand tu vois nos gros clients chez L'Oréal, ils sont peut-être à 25-30 000 utilisateurs. Sur un Notion, ça devient un peu plus compliqué à gérer la gouvernance. Même la facilité d'accès à l'outil, ça reste quand même un peu plus complexe. Il est très puissant, mais c'est un peu plus complexe à prendre en main parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont très connus, comme Confluence par exemple, qui est plutôt dans le monde IT, qui fait aussi de la gestion de connaissances. Et donc, non, je trouve que Notion, ils ont apporté des nouveaux paradigmes. Tu parlais de Thibault Lézère tout à l'heure. Je pense que dans leur studio, ils utilisent beaucoup d'inspiration du graphisme que Notion a apporté. Slack, à un moment donné, a fait changer la plupart des applications sur comment est-ce que tu les designs au niveau UI UX. Notion, maintenant, c'est devenu un peu la référence pendant tout un temps. Et donc, je trouve que c'est plutôt inspirant. maintenant, on va pas aussi loin que dans la complexité. Et on se concentre vraiment sur des aspects très... Je prends un exemple concret. Quand tu es en relation client, si on te pose des questions, avoir un arbre de décision qui te permet de naviguer dans la connaissance en cliquant en fonction de ce que le client, des questions que tu pourrais poser, Notion, je pense pas qu'il va te fournir ça par défaut, tu vois. Donc c'est des trucs qui peuvent être beaucoup plus spécifiques par rapport à un usage métier qui a besoin, quoi. Ouais, donc vous adressez plutôt à des plus grosses boîtes qui ont des besoins assez spécifiques, assez métiers. Ouais, les clients chez nous sont. Alors, on a dans nos clients une base de clients qui est plus modeste et qui pourrait utiliser Notion, mais je pense qu'ils préfèrent du coup Helium pour la simplicité probablement par rapport à Notion. Mais la majorité de nos clients, et ce qui nous fait vivre, c'est quand même des grandes entreprises qui ont plus de 1000 utilisateurs sur Helium, quoi. Ouais. Et tiens, j'adore ces histoires-là, moi, ces histoires un peu internes. Mais pourquoi vous avez changé de nom de Knowledge Plaza à Helium? C'est quoi Alors, il y a la raison. Il y a plein de raisons. Donc, d'abord, le nom. En fait, le projet, je l'ai fait comme un mémoire de fin d'études. C'est aussi toute une longue histoire, mais et on était parti avec un de mes cofondateurs, Raphaël Slinks, à Stockholm. Et quand on était là-bas, il y avait à l'université, il y avait un knowledge court. Je sais pas si tu vois les knowledge courts, quand tu vas dans un mall aux États-Unis ou dans des grandes villes, même ici en Belgique, t'en as. Tu as un endroit où tu as le food court, le food court où tu peux manger et en gros, tu as plein de magasins de bouffe différents. Au Mix, il y en a un d'ailleurs, où tu peux manger de l'indien, tu peux manger espagnol, tu peux manger européen. Ouais, au Mix, c'est le Fox tout en bas. Voilà, le Fox. Et puis après, qui n'a rien à voir avec le Mix, d'ailleurs. Ouais, et puis tu te mets à table ensemble et en fait, tu manges ensemble des choses qui viennent de différents endroits. Et au début, quand on pensait à faire Knowledge Plaza et qu'on a fait notre mémoire, on s'est dit, on va prendre ce principe et on va l'appeler Knowledge Court. Donc c'est l'idée de se dire que tu peux avoir de la connaissance qui vient de plein d'endroits dans ton entreprise et au final tu as un endroit central où tu consommes cette connaissance.
Alors c'était un peu compliqué comme mot, knowledge court. Même moi, enfin j'ai du mal à le prononcer. J'entends du mal à le dire. C'est pas si évident. Et à l'époque, il y avait pas mal il y avait Foursquare, il y avait l'histoire de Square qui sortait, puis Plaza faisait un peu comme le Square, et donc on est resté sur le nom Knowledge Plaza, mais on n'a jamais eu le .com. On avait le .net, on avait tous les points .fr, tout ce que tu veux, le .be. Mais on n'avait pas le .com et le .nl parce qu'il y avait une société de conseil en gestion de connaissances en Hollande qui avait le .com et le .nl. Et finalement, ce Knowledge Plaza, il s'est avéré que notre marché, le plus gros qu'on a eu, c'était en France. Ils avaient du mal aussi à le prononcer, surtout à l'écrire. Et souvent des fautes. Et donc, du coup, on cherchait un autre nom. Et à un moment donné, j'avais fait l'acquisition d'une boîte en Suisse, Hyperweek, qui faisait un outil un peu comme le nôtre. Et quand on s'est mis ensemble, on s'est dit, en fait, on va refaire un branding, on va trouver un nouveau nom et on va trouver quelque chose de plus simple, quelque chose qu'on peut décliner en sous-nom, et quelque chose sur lequel on pourrait avoir le .com. Et puis en réfléchissant à pas mal de choses, on est tombé sur Helium. Et c'est la première fois qu'on a sorti le nom au sein de l'équipe, on a vu que tout le monde était détendu, quoi. Il n'y avait pas de crispation de se dire waouh, c'est quoi ce nom, c'est horrible. Et on l'avait associé à un côté un peu chaleureux, parce que l'hélium, ça fait penser à quelque chose de froid, tu vois, l'hélium liquide, enfin, voilà. Et on l'associé à une couleur plutôt rouge, même s'il y a un peu de bleu dedans. C'est corail en fait, la couleur qui donne plus de chaleur. Et puis du coup, c'est devenu un nom beaucoup plus simple. On a pu négocier le .com pour pas trop cher, quelques milliers d'euros, et un 5 lettres, tu vois. Et puis on est parti dessus, et on a pu, là par exemple, on a 2 produits, c'est Helium Desk et Helium Hub. Donc on a pu l'utiliser en déclinant avec des sous-noms. Mais c'était une transition qui n'était pas évidente de changer de nom pour nos clients, pour nous, à tous les niveaux. C'était une longue transition, mais on était très content en fait de voir un nom plus générique qui est sorti. Alors pour la petite histoire, quelques mois après qu'on change de nom, la société en Hollande, elle a fait faillite, et donc le .com et le .nl sont devenus disponibles. Donc maintenant on a les knowledgeplaza.com, .nl, et on a tout, mais voilà, trop tard. Ouais. Non, c'est bien, ça me rappelle plein de trucs. Moi, on a aussi changé le nom de notre boîte qui s'appelait Prospect.io. Et puis en Overloop, quoi. On est devenu Overloop. Et c'est à peu près les mêmes raisons en réalité. Alors nous, on a en plus dans tout ça des problèmes. On a eu des problèmes de trademark avec une boîte anglaise. Quand on a voulu déposer Prospect.io en Europe. Bref, je te passe les joyeusetés de l'entrepreneuriat et du droit des marques surtout. Donc nous ça fait partie des raisons aussi. Mais tout ce que tu évoques, avoir un nom plus brandable, plus générique, un nom de domaine en .com, c'était ça. Oui, mais c'est une période où on s'était dit, en fait depuis un petit temps on voulait lever des fonds, et ça faisait partie de la liste des choses à cocher qu'on s'était mis pour pouvoir aller chercher des fonds chez les VC. C'était d'avoir un nom plus simple, un brand qui était plus international, et puis voilà, ça faisait partie des cases qu'on a coché, quoi. Et si tu devais, tu vois, imagine, je pense qu'il y a pas mal de boîtes en fin de compte, soit qui pensent à se rebrander, ou qui devraient se rebrander. Mais effectivement, ça fait un peu peur, c'est hyper compliqué, c'est un truc. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à une boîte qui a envie de changer de nom, mais qui voit ça un peu, tu sais, en mode, waouh, c'est trop compliqué, c'est trop hard. En fait, je pense que quand tu regardes 3-4 ans après en arrière, tu sais plus voir ton ancien nom, quoi. C'est un peu comme un iPhone avec un Retina display. Une fois que tu l'as vu, tu peux plus revenir en arrière. Le nom, c'est un peu ça. Et donc toutes les boîtes qui ont changé de nom, en fait, quand tu regardes l'ancien nom, ça sonne un peu vieux ou un peu différent. Enfin, tu vois, donc ça va très vite, l'aspect. Par contre, faut pas négliger l'énergie, le temps qu'il faut pour que le nouveau nom s'installe, tout l'historique que tu as créé. Surtout si la boîte a un certain âge. Nous, on avait déjà, je sais plus, on avait 4-5 ans quand on a changé de nom. Tu as quand même beaucoup de matériel que tu as mis dispo sur Internet. Tu as quand même beaucoup de SEO qui est disponible pour toi, etc. Donc tout ça, tu dois refaire. Donc c'est un investissement énorme. Mais vous après, n'aviez pas plus de 4-5 ans quand tu as changé de nom. Je pensais que c'était fait quand même beaucoup plus tard dans l'histoire de la boîte. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. On a changé en 2017. 2016, 2017, un truc du genre. Non, on avait plus. On avait plus. On avait plus. On avait beaucoup plus. Ouais, mais
fait, si tu veux, dans l'histoire de Knowledge Plaza, on a plusieurs phases, comme on disait tout à l'heure. Et la première phase, on était encore plus une boîte service au tout début. Et la vraie boîte produit, elle a commencé en 2012. Donc, on a mis quelques années avant de se mettre en... Voilà. Et donc, on avait 4-5 ans de produits sur le marché avec des clients qui l'utilisaient de manière où nous, on vivait que du produit, quoi. Donc, Ouais, je vois. Mais donc, je pense que ça vaut la peine et puis ça nous a permis aussi de faire from scratch tout un côté brand. On a travaillé avec Doc Studio à l'époque où on a refait tout le tone of voice, le brand book. C'était une manière de reprendre beaucoup de choses dès le départ, en fait. Travailler sur les valeurs, sur tout un ensemble de choses, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne occasion effectivement de repenser à tout. Ouais, Doc Studio, Gilles Basler, qui est le fondateur qui est dans l'épisode 6. Donc, juste avant le dernier épisode. Ouais, on enregistre le 23 janvier. Je le dis parce que parfois, tu vois... on a décalé. Ouais, c'est un peu décalé sur la diffusion. Donc, 23 janvier, 3 jours après l'investiture de Trump. Ouais. Donc voilà, non, cool. Non, c'est bien, écoute, c'est top. Donc 17 ans d'Helium, moi ça m'impressionne. Hein. Moi ça fait 9 ans maintenant que je suis dans Overloop. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que comme toi, Overloop, c'est le premier projet d'un studio que j'avais créé, qui s'appelait Minimum Premier Studio. et dernier, ou Bah, tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu... moi, personnellement, je le regrette, tu vois. Aujourd'hui, je le regrette. Je pense que j'aurais dû passer la main plus rapidement sur Overloop pour me consacrer à d'autres projets, parce que c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je fais de bien, tu vois. Lancer des projets. Mais donc Helium, premier projet, enfin Helium, Knowledge Plaza, premier projet de whatever, de la société mère. En tout cas, un premier projet qu'on a commercialisé à grande échelle, quoi. Ouais. Mais alors pourquoi au départ tu voulais faire plein de trucs et puis finalement tu t'en fais qu'un seul pendant 17 ans? Ah, ben écoute, au départ, si tu veux, quand on était à l'université à Louvain-la-Neuve, on a eu l'occasion de faire des projets. Donc en fait, Whatever, on l'a créé en 2004, donc quand même quelques années avant Helium. Et un premier projet, pour donner un exemple de ce qu'on faisait, et c'était vraiment à petite échelle, il y avait un fac copy ou un truc du genre qui était à Louvain-la-Neuve qui s'appelait Laciaco, qui fait aussi du print et pour du print universitaire et plein de choses comme ça, qui avait un challenge avec alors c'est tout con, mais avec ses photocopies, tu vois. Quand tu vas faire tes photocopies à l'époque de tes cours ou de tes notes de cours, etc., tu dois payer à la caisse. Et donc, tu avais des compteurs et à l'époque, ils avaient des espèces de petites moulinettes qui tournent avec un bouton pour remettre à zéro, tu vois. Et donc, tu allais à la une, tu rentrais, on disait tu vas à la une, tu faisais tes photocopies, puis tu revenais, tu dis ouais, j'étais à la une, et puis appuyer sur un bouton pour voir combien de copies tu avais fait, tu payais, quoi. Et tu savais pas, et si tu devais imprimer, ça marchait pas, quoi. Ça comptait pas les trucs. Et donc, ils voulaient changer le système et avoir un truc un peu plus malin. Et donc, on a été venu avec un concept qu'on appelait la Copybox. C'était une petite boîte IoT, si tu veux. Alors, on est en 2004, hein, donc dans laquelle on avait mis il n'y avait pas les Raspberry Pi, tout ça. Donc, on a mis quand même un truc système on chip dedans, donc un CPU avec de la mémoire, avec un Linux embarqué et une petite interface qui permettait de se connecter avec les photocopieurs. Un écran touchscreen, noir et blanc, parce que couleur c'était overpriced, et un lecteur de carte d'identité et de carte d'étudiant. Parce qu'à la fac, on avait une carte d'étudiant avec carte à puce. Et on avait mis ça sur tous les photocopieurs, et on avait mis un service web où tu pouvais charger tes fichiers. Et les profs aussi. Donc, les profs pouvaient mettre tout un ensemble de fichiers dedans. Et toi, quand tu arrivais avec ta carte d'identité ou avec ta carte d'étudiant, on savait tous les cours auxquels tu étais inscrit. Tu pouvais, avec l'écran tactile, choisir les cours que tu pouvais imprimer. Tu les imprimais. Si tu avais uploadé des fichiers, tu pouvais mettre ta clé USB. Tu pouvais imprimer directement les fichiers dessus. Puis, tu arrivais à la caisse avec ta carte. Il rentrait la carte sur son clavier, un lecteur de carte. Et boum, tu avais directement le prix que tu devais payer, quoi. Donc, c'était le genre de projet qu'on faisait... et donc on avait fait Whatever pour faire ça. Alors le système en lui-même était over complexe. Alors on a fait une deuxième version après parce que c'était très compliqué tout le système qu'on a fait de système on chip avec l'écran. Une fois que l'iPod est sorti, on a mis des iPods craqués
dans lequel on avait mis l'application et via le port de l'iPod, on pouvait faire un connecteur qui connectait tout. Mais c'était over complexe par rapport à ce que c'était. Mais après, pour l'utilisateur, c'était super simple. T'arrivais, tu mettais ta carte, t'avais tout, t'imprimais, tu faisais tes photocopies, t'allais à la caisse, tu mettais ta carte, c'était bon, quoi. On avait un autre projet qu'on voulait faire aussi, que de la musique. Donc, un des gars avec qui j'ai démarré Whatever et aussi, en fait, Knowledge Plaza, c'est Olivier Verbeek. Et il avait fait un restaurant à Louvain-la-Neuve, le Longitude, je crois que ça s'appelait, ou La Grange, je sais plus, un des deux. Enfin, qui existe toujours, mais qui a changé de nom. Et dans ce resto, il voulait une ambiance musicale particulière, quoi, et qui évolue dans le temps. Et donc, on avait construit une sorte de music box. Alors, on avait d'abord pris un énorme serveur dans lequel on avait mis tous des lecteurs de DVD. Et donc, ils avaient ripé tous les gars, ils avaient plein de CD, quoi. Olivier, il avait une collection de CD de malades, et puis ils avaient des accords avec un magasin de disques, et donc, ils mettaient des CD, ils ripaient les CD, et nous, on avalait les CD, on allait chercher automatiquement tous les infos, tu vois, il y avait des endroits où tu peux aller chercher les titres, le genre, etc. Et donc, on s'était fait une base de données de malades de musique, donc c'était avant iTunes, avant tout ça, quoi. Et puis après, de l'autre côté, on avait construit une interface qui ressemble à iCal, le calendrier, enfin à l'époque iCal, le calendrier d'Apple, où tu avais la semaine et tu drag and dropais des périodes de temps et tu disais, en fait, pendant le temps de midi, de telle heure à telle heure, j'ai envie de la musique plutôt tel genre, tel style, telles années. Et puis après, le soir, un peu plus, et puis vers 22h, un peu plus punch, quoi, tu vois. Donc tu pouvais faire évoluer ta plage musicale avec le temps, juste en mettant des critères, et ça allait choper automatiquement dans la base de données tout ce qu'il faut, et ça te faisait ta liste, et ça mixait les chansons aussi. On avait passé un temps de dingue juste pour faire en sorte que les 10 secondes de mix, le fading fade out, à l'époque il n'y avait pas, quoi, et donc ça fasse vraiment bien d'une chanson à l'autre. Et on s'est dit ce serait cool de faire un truc similaire pour Monsieur et Madame Tout le Monde, où à l'époque quand on était dans une voiture, tu avais une molette, tu tournais pour voir la station de radio, quoi, et puis tu tournais jusqu'au moment où tu t'entendais un truc qui te plaît, puis tu t'arrêtes. Tu sais pas trop sur quelle radio t'étais, mais tu t'arrêtes, la chanson est bien, quoi. Et on voulait faire un truc similaire. Donc tu tournes une molette, tu tombes sur une chanson, tu dis elle est cool, tu l'écoutes, et puis toutes celles qui vont suivre en fait, elles vont être aussi bien que celles que tu es en train d'écouter, quoi. Puis finalement, on n'a jamais été jusqu'au bout de ce projet-là, mais c'était un projet qu'on voulait lancer. Puis Sonos est arrivé, tout ça, donc on a, ouais. Et puis après, en fait, est venue l'idée d'Helium, et ça, Knowledge Plaza, et ça a été plus directement, on a pu le finir plus facilement. Il y a moins de hardware, pas du tout en fait, de hardware. Ouais. Et donc, comme c'était que du soft, je pense que c'était plus simple à shipper et à mettre dans la main des clients, quoi. Et puis ça a fonctionné, et puis t'en es jamais sorti, quoi. Ça a fonctionné, on a levé des fonds d'abord, donc très rapidement, on a levé... donc en 2007, en décembre 2007, on a levé 500 000 euros à l'époque. Mais c'était à une époque où Beta Group existait à peine, quoi, ou même pas, tu vois. Chercher des fonds à ce moment-là, c'était pas encore si facile. Mais avec des business angels qui étaient très proches et qui nous ont suivis et qui ont permis d'évoluer. Et puis la série W est rentrée dans le capital, et puis après Serena plus tard est rentrée dans le capital. Donc c'était un début, quoi, à ce moment-là. Ouais. Et donc en fait. Donc pas mal de projets, l'envie de faire plein de trucs, ça se sent, quoi. Déjà depuis l'école, enfin en tout cas à la fin de l'étude. Là quand je parle du projet de Copybox, j'étais en alors du coup j'ai fait des études très longues, hein. J'ai fait 3 premières candis, 2 deuxièmes candis, puis 4, 5, 6, mais à l'époque c'était les candis, donc les premières années, quoi. T'as étudié quoi, l'informatique? Donc j'ai commencé en ingénieur civil. Première année j'étais un peu déçu comme ça par les cours, je sais pas, il y a un truc qui me plaisait pas. J'étais parti 1 an à l'étranger avant, j'étais parti en Australie, et je m'étais, je crois, fait une image mentale de ce que ça allait être l'université. Quand je suis arrivé, c'était pas trop ça. Par contre, ce qui était vraiment bien, c'était le côté social de l'université. C'est le seul truc intéressant, non? Et donc du coup, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et là, ils avaient lancé une licence info plus bas dans la ville, du côté des ingéco, des ingénieurs commerciaux. Donc je me suis inscrit là en 2e année, et en fait là c'était encore pire qu'un ingénieur civil pour moi, à mes yeux, hein, en termes de cours, quoi.
Je pense que c'était une très bonne idée de faire ce programme-là, mais pas pour moi, quoi. Et donc, du coup, quand je me suis réinscrit en la 3e année, je me souviens, j'arrive au secrétariat, puis sur un coup de tête, je demande à la dame, est-ce que je peux me réinscrire en ingénieur ou pas? Enfin, parce que tu sais, il faut un examen d'entrée, tout ça. Donc, je savais pas si c'était encore valable. Puis elle regarde, elle me dit, ouais, vous pouvez. Je dis, bon, je me réinscris. Donc, je suis retourné en ingénieur civil. Donc, c'est pour ça que j'ai fait 1-1-1. Puis après, en deuxième condi, c'est là où j'ai commencé à lancer le projet la Copybox. On a eu pas mal de problèmes avec le hardware. Et donc, ça nous a pris pas mal de temps pendant les périodes d'examen et tout ça. Donc, j'ai pas fait mes examens. Et puis après, en fait, j'ai refait la 2e. Et puis après, c'était bon. Mais ouais. Mais donc envie d'entreprendre dès l'école. Ma question, du coup, c'est d'où ça devient l'envie d'entreprendre? Ça, c'est toujours un truc... j'aime bien poser cette question parce que... Tu vois, pourquoi être entrepreneur? Pourquoi pas autre chose? Je pense que c'est probablement familial. Dans mon cas, dans la famille, on est tous soit entrepreneurs ou métier d'indépendant, quoi. Que ce soit... Ils font quoi, tes parents? Alors, mon père, il a été électricien et entrepreneur quasiment toute sa vie. Il a fait tout un temps aussi des cuisinistes. Je l'ai pas mal aidé quand j'étais étudiant, parce qu'il aimait bien faire les cuisines seul, mais des fois, tu vois, mettre un plan de travail de 6 mètres seul, ça va être compliqué, quoi. Donc, il m'appelait quand j'étais à Louvain-la-Neuve, j'allais l'aider pour faire ça. Donc, j'ai pas mal bossé avec mon père dans le bâtiment. Mais après, dans sa famille, ils sont tous un peu ça. Il y a une quincaillerie ici à Waterloo, la quincaillerie Perdance. Il y a des médecins. Alors, du côté de ma mère, c'est plutôt des médecins, des dentistes, et ma sœur est médecin. Mon autre sœur, elle travaille profession libérale, quoi. Ouais, donc des professions libérales, et on a tous cette culture-là, des pharmaciens. Enfin, donc ce côté, il est là dans la famille, je pense, depuis longtemps. Donc moi, j'ai jamais, à part travailler comme étudiant, j'ai jamais travaillé comme employé, en fait. Directement commencé, quoi. Et, tu voyais pas la vie autrement, quoi, qu'entrepreneur? Non, je pense pas que ce soit ça. Avec du recul, je pense que ça aurait été impossible de... je pense que je suis plus à demander pardon que demander la permission, tu vois, dans ma manière de travailler. Et je pense que dans une entreprise, ça peut être parfois très dur quand je vois les gens qui sont bloqués par la politique, enfin tout ce que tu veux. Je pense que j'aurais été très malheureux et très bridé dans ce que j'aime bien faire dans le monde de l'entreprise. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien avec de l'intrapreneuriat et qui arrivent à faire ça, mais j'en vois quand même beaucoup qui se retrouvent coincés. Et donc, du coup, mais ça, c'est maintenant que j'ai avec du recul, mais je crois que sur le moment même, je me suis pas posé la question. Après, tu vois, quand on a démarré Knowledge Plaza, j'ai embarqué des potes de l'UNIF avec moi. Il y a quand même des parents qui sont venus me voir. Qu'est-ce que tu fais avec mon fils, quoi, tu vois? C'est le perverti. Moi, je voulais qu'il aille travailler dans une banque ou un truc. Ouais. Et là, c'est quoi ton histoire, tu vois? Bon, après, c'était vachement moins à la mode aussi. Ouais, c'était vachement moins à la mode aussi, l'entrepreneuriat. Non, ça faisait peur. Ouais, en 2000. Moi aussi, je me souviens quand j'ai créé ma première... moi, j'ai commencé comme indépendant, tu vois, développeur, quoi. Ouais. Mais le gars qui voulait me recruter comme dev indépendant, il me dit, ouais, tu te mets pas indépendant. Enfin, tu vois, en Belgique, on a... Enfin, je le dis parce qu'il y a des Français qui écoutent, mais il y a différents statuts. Il y a l'indépendant personne physique. Ouais. Et puis, il y a je crée une société, quoi. Et le gars me dit, ouais, moi, je veux bien que tu bosses chez nous comme indépendant, mais tu crées une société, quoi. Tu peux pas être personne physique. Et donc, je suis allé voir mes parents. Oui, voilà, je voudrais créer une SPRL, une SRL, quoi. Et je me souviens, alors que mon père était entrepreneur, hein, mais je me souviens de la tête de mes parents, c'est comme si je leur avais dit, je sais pas, j'ai le sida, quoi, tu vois. Ouais, c'était genre, mais t'es fou, faut pas faire un truc pareil. Ouais, ça, mes parents, ils ont toujours suivi. Vraiment, je pense que ça. Mais mon père a un côté très technophile, comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je fais aujourd'hui qui est un héritage qui vient de ce côté-là. Et ma mère a plus ce côté. J'ai administratif. Moi, je vois la manière dont je gère les factures aujourd'hui, c'est la même manière que ma mère la gérait avec mon père, quoi. Parce qu'elle faisait toute la compta et tout ça de mon père. Donc, je sais pas, c'est une sorte d'héritage qui reste familial, quoi. Ouais. Ok. Non, donc, du coup, mais après, le vrai déclic pour aller vraiment plus loin, donc, il y a toujours eu des projets. Mais là où je me suis dit, faut lancer quelque chose et aller plus loin et vraiment être à la recherche, à l'affût d'idées. Et donc,
et là où Knowledge Plaza a germé, c'est on était parti en Erasmus à Stockholm en 2006-2007 et avec Raphaël Slings, mon CTO aujourd'hui, et je me souviens, on a essayé quand même d'optimiser les cours qu'on a pris pour avoir le maximum de CTS pour le minimum d'efforts. Alors, parce qu'on faisait pas mal de projets aussi sur le côté. On avait repris un truc que Fabien Pinkars faisait avant Odoo ou avec Odoo, je sais plus. Il faisait un truc pour un imprimeur, un outil. On avait repris ça de Fabien et donc on reprogrammait tout le truc. On avait hésité entre Python et Ruby à l'époque. Puis Ruby gérait mal UTF-8 à ce moment-là, donc on a pris Python et je sais que toi t'es parti sur Ruby, mais et c'est resté. Donc aujourd'hui on fait toujours du Python, mais à Stockholm, donc du coup on avait pris des cours, on avait la possibilité de prendre des cours dans la Stockholm Business School, SBS, qui est quand même une chouette business school qui faisait pas mal de cours avec Singapour, l'université qui est là-bas aussi au niveau business, et je me souviens que on nous a fait lire des bouquins du coup que jamais en ingénieur on nous a fait lire. Qui ont vraiment motivé sur se pencher sur des problématiques d'entrepreneuriat, mais surtout aussi il y avait une sorte de ils avaient raté Skype, tu vois. Ils n'avaient pas investi dans Skype. Et à ce moment-là, il y a Spotify qui commençait à démarrer. Je me souviens, on avait reçu un carton d'invitation à Spotify. Tu avais une sorte de culture à Stockholm où ils voulaient vraiment entreprendre, quoi, tu vois. Parce qu'ils avaient raté les investissements dans les boîtes qui ont marché, qui venaient de là, quoi. Et je pense que c'était un peu la première web mission pour nous. C'est vraiment, on était allé chercher de l'énergie sans le savoir et sans le vouloir à Stockholm, qu'on a ramené en Belgique, où du coup on n'avait qu'une envie, c'était de driver. Et puis les gars avec qui on était dans les cours de la Stockholm Business School, dans nos cours, enfin en tout cas qu'on avait choisi nous, bah, ils avaient ce drive là aussi, quoi. Donc on se motivait les uns les autres à pitcher, à trouver des idées. Et du coup, bah dans ceux-là, il y en a que j'ai retrouvé après quand on était là à San Francisco, qui ont bougé là-bas, qui ont fait des trucs. C'était ouais. Et donc du coup, je pense que là, il y a eu quand même une sorte de déclic d'aller plus dans l'action et de proactif dans ce que je faisais. Ouais. Et puis du coup là, ben est venue l'idée de faire Knowledge Plaza, d'en faire quelque chose. J'en ai parlé avec Olivier, on a commencé à constituer ça, puis on a trouvé, on travaillait avec McKinsey à l'époque. Je donnais des formations chez McKinsey sur comment mieux chercher sur Internet. Donc, tous les nouveaux qui rentraient chez McKinsey à Louvain-la-Neuve, ils avaient un centre de recherche là. Tous les nouveaux qui rentraient là, ils avaient une formation sur tous les outils qu'ils utilisaient en interne. Et Olivier et moi, on leur donnait des trainings sur comment mieux chercher sur Internet. Ça paraît con, hein, mais... Non, je suis pas... Non, mais... Non, je trouve pas que ça paraît con. Moi, je trouve que c'est vraiment un skill qu'il faut avoir. Alors, peut-être un peu moins maintenant avec l'IA. À mon avis, on est en train de basculer dans le prompt engineering plus que dans la recherche. Mais je suis complètement convaincu. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ont moins de facilité dans notre monde parce qu'ils savent pas correctement chercher sur Internet, quoi. Ouais. Donc, non, je te suis. Ouais, ça, et puis chercher, valider, tu vois, donner des outils, archive.org, comment voir comment un site se positionnait avant de merger avec une boîte, c'était quoi vraiment qu'ils exposaient sur leur site, comment, même aujourd'hui, j'utilise encore, hein, quand tu regardes une boîte qui cartonne maintenant, tu dis, waouh, putain, c'est inspirant. Mais en fait, ils sont déjà à une taille tellement grande que tu peux pas reprendre ce qu'ils font tel qu'ils font maintenant, mais tu peux regarder toute leur histoire, voir comment ils ont évolué. Ouais. Donc tu vas sur archive.org. Archive.org, c'est génial comme outil. Hein. Mais ça, donc, on expliquait ça en 2006 chez McKinsey, enfin ce genre d'outil, quoi. Et je me souviens, je prenais même, quand j'étais en Erasmus à Stockholm, je prenais l'avion régulièrement pour donner des formations dans différents pays d'Europe. On avait pris un petit studio juste à côté d'un petit aéroport là-bas, c'était pratique. Mais en faisant ça, de plus en plus dans les formations, on a commencé à mettre des outils du web 2.0 pour les aider. Il y en avait un, par exemple, Rolio, où tu pouvais partager des bookmarks, ou Delicious, tu pouvais partager des bookmarks. Et, Delicious, et puis quand tu montes ça en formation et que tu vois les gens qui ouvrent des grands yeux et qui disent putain, c'est génial, je vais pouvoir faire ça pour faire mon boulot. Et puis qui te posent la question après, ouais, mais est-ce que c'est sécure? Et ah ben non, en fait, parce que tu mets tout sur le web. Ok. Et puis alors là, tu dis, mais en fait, je vais pouvoir faire quelque chose de similaire, mais en fait qui est adapté à ton domaine, quoi, à ton entreprise, quoi. Et à ce moment-là aussi, c'est là que tu te rends compte, et ça, j'ai aucune conscience avant de bosser avec des gens comme ça, c'est que tu vois, ils avaient
des horribles téléphones. Ils avaient des BlackBerry. Alors que l'iPhone arrivait en 2007, il est arrivé là. Et puis, ils utilisaient Lotus Notes, tu vois, alors que nous, on avait déjà Gmail à l'époque, qui venait d'arriver. On avait Google Doc qui arrivait, etc. Et donc, on avait Facebook qu'on utilisait, comme on était en Erasmus, on utilisait beaucoup Facebook. Twitter, on était les 20 000 premiers utilisateurs de Twitter à ce moment-là. Et donc, on avait tout ça disponible, nous, simples étudiants à l'université. Et là, dans une boîte comme McKinsey, un peu prestigieuse, qui a de l'argent, etc., ils avaient des outils qui étaient vraiment pas du tout à la hauteur de mes attentes. Et donc, du coup, là, on est venu avec l'idée de se dire, en fait, on va leur faire un outil qui permet de partager toutes leurs sources d'infos. Quand il y en a un qui est pas là, qui est malade, je vais pouvoir aller chercher. C'était aussi à l'époque où on avait Napster. Mm-hmm. Et Napster, c'était génial parce que c'était même mieux, je trouvais, que le peer-to-peer après, les torrents, etc. Parce que ce que j'aimais bien avec Napster, et ça revient un peu à l'idée de musique d'avant, c'est que quand je cherchais un album que je voulais télécharger, je sais pas, moi j'aimais bien peut-être à l'époque, on va dire Prodigy, cherche les chansons et tu pouvais après explorer tout ce que le gars chez qui tu avais trouvé l'album avait comme autre chanson. Et donc du coup tu pouvais découvrir, il y avait un côté, alors social peut-être un peu moins, mais en tout cas objet social, tu pouvais découvrir d'autres, tu avais du discovery, du fait que quand tu te connectes avec ces personnes-là, tu pouvais voir les autres documents, quoi. Et donc c'est d'ailleurs pas encore terrible dans Spotify, moi je trouve ça. Enfin, moi j'utilise Spotify et je trouve que leur recommandation elle est pas ouf, hein. Tu sais, moi j'utilisais pendant tout un temps, j'ai utilisé Deezer. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'utilisais Deezer. Et je trouvais que Deezer avait un vrai système de recommandation. C'est comme tu dis, tu t'écoutais un truc et puis ils te proposaient d'autres trucs à côté, quoi. Qui était intéressant, quoi. Spotify, je pige même pas comment ils y arrivent pas un peu mieux. C'est dingue. Des fois, tu mets même tes titres likés et tu lui demandes de te les mettre en shuffle. Et t'as l'impression qu'ils tournent les 20 chansons tout le temps les mêmes, quoi, tu vois. Ils ont ces trucs de radio maintenant. Enfin, bref, c'était une parenthèse. Après, les intérêts Spotify sont différents, évidemment. Ils doivent maximiser d'autres choses que ton intérêt à toi. Il y a une balance entre combien ils vont payer de royalties, combien est-ce que toi tu vas, comment est-ce que tu vas. Enfin, c'est plus complexe. Napster, il n'y avait pas tous ces problèmes. Il y en avait d'autres. Après, c'est ça, quoi. Mais voilà, et donc du coup, toutes ces idées-là se sont mélangées en une, et là est venue l'idée de faire un outil collaboratif de partage de connaissances en entreprise. Et McKinsey est devenu quelque part le promoteur de notre projet, notre mémoire, avec Olivier Verbeek à l'époque. Et puis après, on l'a transformé en entreprise et c'est devenu un produit, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est marrant quand tu dis, quand tu parles de cette époque, finalement, c'était le Web 2 qui débarquait, et puis il fallait apprendre à faire des recherches, il fallait apprendre à utiliser tous ces outils. Moi, j'ai le même feeling avec l'IA là pour l'instant. Je trouve que c'est un peu la même chose. Je pense que si t'étais, tu vois, si tu shifts, tu mets Antoine 20 ans en arrière, tu vois, donc t'as 20 ans aujourd'hui, tu crois pas qu'en fait, aujourd'hui, c'est ça que tu ferais comme type de formation? Comment apprendre à faire des prompts ChatGPT, comment utiliser des outils de génération d'images? Tu penses pas que c'est ça que tu irais apprendre chez McKinsey aujourd'hui? Je pense, je suis pas seul à le dire, mais on revit une partie excitante de qu'on a connu, parce que là on était rentré un peu dans du CRUD. Pour ceux qui connaissent pas, c'est quelque part une interface au-dessus d'une base de données qui permet de créer et de mettre à jour de l'information. C'est ce qu'on fait tous avec du logiciel, mais là tu rentres dans quelque chose quand même qui va une étape un peu plus loin. Alors on est encore au tout début, quoi. On est encore au mainframe de l'IA, même si ça fait déjà beaucoup. Je pense qu'on est encore très 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 loin. Alors ça fait partie des questions que je voulais te poser, donc c'est cool qu'on shift un peu sur l'IA. Ça m'intéresse vraiment. C'est quoi ton regard sur l'IA? T'as quoi comme regard sur l'IA aujourd'hui? C'est un vaste sujet, hein, mais je pense que c'est vraiment intéressant qu'on en discute. Ce qui m'intéresse, c'est alors l'IA générative, tu veux dire? Alors attends, donc l'IA telle qu'on commence à la voir apparaître dans les produits, ce qu'on commence à pouvoir acheter, vendre, tu vois, des produits qu'on peut commencer à commercialiser. Ça, c'est une chose. Et puis simplement l'IA au sens plus philosophique, tu vois. Mais donc tu disais que tu intègres de l'IA dans Helium. Déjà depuis un petit temps. J'ai envie de te dire comme tout le monde. Aujourd'hui, si t'as pas d'IA dans ton produit, c'est que t'es quand même vraiment has-been. Donc c'est ces deux points-là, moi, qui m'intéressent. Ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur ces deux points-là. C'est-à-dire,
ok, c'est quoi l'IA aujourd'hui, qu'est-ce que t'en penses de l'état du marché, on va dire, et un peu d'où ça va. Et puis de manière plus philosophique sur l'IA, moi je sais pas ce que t'en penses, mais des fois quand je me mets à y réfléchir plus profondément, je ressens une espèce d'angoisse, il faut que j'arrête, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu ces deux aspects-là que j'aimerais Alors, aborder sur le premier avec toi. point, chez nous, il y a le CTO qui dit depuis le début, alors peut-être qu'il a un peu changé d'avis, que ce n'est jamais qu'un autocomplete glorifié. Okay. L'IA générative, et en vrai il a raison, c'est un autocomplete glorifié, ça fait rien de plus que auto-compléter quelque chose que tu as écrit, quoi. Ce que je dis parfois aussi, je sors juste 2-3 phrases qui random, qui donnent un peu l'état d'esprit. Un truc que j'avais dit aussi, c'est que à l'époque on trouvait quelque chose de magique, quelque chose qui dans le monde réel qui paraissait irréel. Donc, genre, t'as quelqu'un qui fait voler quelqu'un sur une scène, c'est magique, c'est dans le monde réel, mais ça paraît irréel. Et aujourd'hui, ce qui paraît magique, c'est quelque chose dans le monde irréel qui paraît réel. Et finalement, ChatGPT, c'est magique, parce qu'en fait, c'est complètement irréel, mais il essaye de faire paraître que ce soit réel. Mais ça ne l'est pas, et ça ne l'est jamais. Sauf que parfois l'irréalité rejoint la réalité, quoi. Et très souvent, ce qui est pratique d'ailleurs quand on l'utilise, parce que du coup, quand tu lui poses des questions, il te répond des choses qui ont du sens. C'est bien, c'est utile. Qui ont l'air d'avoir du sens en tout cas. Ouais, mais souvent ça l'a, quoi. Mais des fois pas, et ça devient dur de le déceler, quoi. Forcément, si t'as pas l'œil. Donc oui, forcément, je pense que donner des formations quand j'avais 20 ans, je l'aurais probablement fait. Mais par contre, ça fait poser la question dans l'autre sens parfois. Les actions que nous-mêmes prenons ne sont-elles pas finalement une sorte d'autocomplete qu'on essaye de justifier par après? Tu sais, souvent on dit on prend une décision et on essaie de la justifier par après de l'avoir prise. Tu vois, tu fais quelque chose et puis tu essaies de rationaliser ton action. Et rarement tu vas rationaliser avant de prendre l'action. Et finalement, c'est un peu la manière dont fonctionne l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ça crée quelque chose et puis finalement tu essaies de rationaliser ce qui a été créé, quoi. Donc d'un point de vue philosophique, ça fait plutôt penser à ça, mais on est encore très limité vraiment dans le côté faire peur. Là, j'ai pas encore du tout peur de ce que fait l'intelligence artificielle. C'est vrai? Ouais. Ça te fait pas peur? Non. Les ce qu'il y a aujourd'hui les GI, non. Alors je sais pas, ce que je me dis, c'est je suis passé par plusieurs. Alors c'est la philosophie de café à 2 €, mais ce que à un moment donné, je me dis, tiens, peut-être qu'on est en train de créer une race qui va nous supplanter, tu vois. L'intelligence artificielle va elle-même un peu à la Terminator, quoi. Mais puis je me dis, quoi. Ouais. Mais en fait, je me dis non, probablement que la race qu'on va créer, qui va nous supplanter, c'est nous-mêmes. Je pense qu'on va être capable d'utiliser ça pour nous faire passer peut-être à une étape différente, quoi. Je sais pas, génétiquement ou autre. Que sais-je, mais probablement que si on a un outil qui nous aide à mieux comprendre comment tout fonctionne, mais on va l'utiliser pour améliorer beaucoup de choses. Et je pense qu'on a une tendance historique à de toute façon avoir éliminé tout ce qui nous tourne autour de nous. Et donc on va continuer cette tendance un peu morbide de centrer sur nous-mêmes, l'humain. Et donc on va tout faire pour rester là, quoi. Et c'est pas la machine qui va nous remplacer. On va utiliser la machine pour nous améliorer, pour être supérieur à la machine, quelque part. Je pense, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû écrire là-dessus, certainement. Mais il y a une sorte de transhumanisme qui va s'installer, mais dont ça me fait pas peur, au même titre que l'être humain a déjà évolué, a déjà vécu plusieurs évolutions majeures. Ben, on en aura peut-être une prochaine. Mais maintenant, on est encore loin de ça. Je pense que les technologies qu'on a aujourd'hui restent très, très limitées dans la vraie application pratique. Alors, dans notre métier, c'est un peu plus simple parce que faire lire un texte et trouver des réponses à des questions dans un texte, un autocomplete, il est vachement bien fait pour faire ça parce que finalement, la question, tu la poses, donc c'est toi qui mets un input et la réponse, elle est là. Et il faut juste la trouver, la réécrire. Donc, c'est assez simple. Mais aujourd'hui, tout ce qui est agentic pour écrire du code et tout, il y a moyen de faire des trucs très sympas. Ça m'arrive aussi. Mais tu vois bien qu'on n'est pas du tout encore à un niveau où tu peux remplacer un développeur. Ou on est encore très loin. De le remplacer en mode full automatique,
je le vois pas. Ouais. Tu as déjà des expériences où tu fais des trucs complexes qu'il faut. Ouais. Okay. Ouais. Nous, allez, un petit exemple, c'est un peu tech et tout, mais on peut en parler. Ouais. À un moment, on s'est dit, il faut qu'on développe un système qui permet d'extraire des emails de out of office qu'on reçoit, d'extraire la date à laquelle la personne compte revenir au bureau, pour ensuite l'utiliser pour ajuster nos campagnes, tu vois, nos campagnes d'email. Et on s'est dit, bon, bah, on va développer cette fonctionnalité. Et en fait, moi, ça a été vraiment ma révélation sur le changement de paradigme au niveau du développement. En fait, on s'est dit, la manière dont on aurait fait jusqu'à encore il y a un an, on va dire, on aurait développé un algo, tu vois. Un algo relativement complexe où, tu vois, on fait du code, on va extraire des données, il y a plusieurs langues, il y a plusieurs manières de l'écrire, il y a les erreurs possibles, tu vois, des gens qui font des typos dans leur out of office, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, comment on fait ? On prend l'email, on l'envoie à ChatGPT et on lui dit, tiens, est-ce que tu peux me dire dans cet email quand la personne revient au bureau ? Oui, mais ça, c'est exactement ce que je te dis, c'est l'autocomplete. Donc en gros, c'est une autre manière de coder, quoi. On code plus en réalité. Ouais, mais cette partie-là, tout à fait d'accord avec toi. Donc du coup, c'est la même chose pour nous. Tu te poses une question, tu dois trouver la réponse dans un ensemble de documents. Tu files les documents à un OpenAI et tu lui files la question et il va te répondre, quoi. Ouais. Et on n'a pas dû faire d'algorithme compliqué. Ouais. Et les voitures d'Elon Musk, elles vont rouler toutes seules end-to-end avec un réseau neuronal aussi. Mais après, il n'y a aucune créativité là-dedans et ça n'invente rien. Ça ne fait que reprendre quelque chose qui était existant déjà dans le mail. Alors, je vais un peu plus loin et si tu réfléchis la manière dont fonctionne un LLM, la réponse n'est jamais qu'une fonction de la question. Avec de la randomness qui est rajoutée et toute une base de connaissances qui est derrière, qui sont tous les tokens, tous les weights qui sont dans mais normalement, si tu retires si tu mets le même seed de random et que tu mets la même question, tu as toujours la même réponse. Tu vois, c'est une fonction. Et donc finalement, tu pourrais presque dire que la réponse est dans la question. Mais ou dans les données que tu donnes en input. Après, c'est un peu comme ça que fonctionne l'intelligence humaine, entre guillemets. Tu vois, on a accumulé tout un tas de connaissances depuis qu'on est né, on va dire. Alors, effectivement, multimodal, pas juste des textes, tu vois, des images, des sons, tout un tas de trucs. Et puis, en fin de compte, on produit un output en fonction de l'input. Mais en fait, juste peut-être, tu vois, parce que moi je te disais, moi ça me fait très peur. Alors pas Terminator, honnêtement. Si on peut délirer, se dire qu'on va avoir des super IA, quand on va mettre des IA dans des robots, tu vois, genre ChatGPT dans Optimus de Tesla. Mais bon. C'est pas ce qui me fait le plus peur. Non, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est les impacts sociétaux de l'IA, tu vois. Moi, je pense réellement, et là, pour le coup, c'est pas de la science-fiction, je pense réellement que on va supprimer énormément d'emplois. Et tu vois, le petit exemple que je donne ici avec ce truc de, en fin de compte, on n'a plus rien à coder, tu vois, on n'a plus d'algo, et on a un résultat qui est bien meilleur. En 10 minutes de temps, tu vois, là où il aurait fallu 10 jours. Mais tu as pu l'utiliser parce que tu as déjà tout le reste derrière, tu vois. Non, mais bien sûr, mais après, quand tu vois les solutions no-code, entre guillemets, AI aujourd'hui, effectivement, nous, on vient de quelque chose qui existe et puis qui transitionne vers l'IA, mais quelqu'un aujourd'hui qui développe un logiciel dont le cœur algorithmique, c'est de l'IA, il n'a plus besoin de rien, de tout ce que nous, on a déjà codé. Tu vois, tu peux littéralement coder des agents IA. Tu les codes pas d'ailleurs, tu les programmes. Tu les instruis. C'est des blocs que tu assembles plus qu'autre chose. Mais comment dire, mais pour revenir vraiment, tu vois, à ce qui fait un peu peur, c'est ce côté impact sociétal. Je veux dire, quand tu vas avoir, je sais pas moi, 30% ou 40% des emplois qui vont être menacés, alors qu'on n'a rien prévu, tu vois, pour gérer ça. Ça, tu vois, moi je vois une espèce de catastrophe arriver assez vite, sans compter les GI, qui est un autre sujet
Mais tu vois, ouais, mais ça, c'est encore plus loin. Ouais, mais donc en gros, c'est une nouvelle révolution industrielle à laquelle tu perçois, quoi. Mais ouais. elle est cataclysmique, quoi. Tu vois, c'est pas. Ça se fait comme pas la en 100 révolution ans, industrielle, tu vois, qui a changé non, mais c'est vrai, énormément de choses, quoi, tu vois, mais qui, du coup, le gain de productivité, même sur la santé, sur notre manière de vivre, quoi. Tu te dis pas qu'il reste absolument plus rien pour l'être humain? Si on pousse vraiment le truc. Non, moi je le vois vraiment comme une extension. Tu vois, la manière dont tu l'utilises, ça donne des super pouvoirs. Ça nous donne des super pouvoirs, tout simplement. Moi, je peux parler avec quelqu'un dans une autre langue et ça le fait pour moi en temps réel, quoi. Tu vois, c'est un super pouvoir. Je peux coder dans des langages. Là, j'ai fait un truc en Go l'autre jour. Je fais rarement du Go et j'ai pu faire un truc très complexe en Go. C'est un super pouvoir. Et en une journée, quoi, tu vois. Mais je suis pas sûr de comprendre tout ce que j'ai fait, du coup. mais ça fonctionne, tu vois. Super pouvoir. Et je pense que à partir du moment où on donne des plateformes no-code où tu as de l'AI qui est au cœur, qui te permet de recevoir l'instruction au lieu de devoir faire de l'algorithmique, et tu lui donnes la possibilité d'accéder à tout un ensemble de fonctions qui vont pouvoir être accédées, ça va donner à des gens des super pouvoirs. Ouais, mais tu vois, la question, allez, regarde, moi je suis en train d'évaluer un peu un petit projet là, ça serait d'écrire des articles de blog avec de l'IA. Tu vois, je simplifie vraiment vachement. Je crois que Nicolas Jacobus il fait ça, non? Oui. Enfin, il a en tout cas un truc qui s'appelle Saspirine. Je sais pas s'il fait avec de l'IA, mais ils ont évolué, non? Bah ouais, j'imagine. Mais donc rédiger des articles avec de l'IA. Aujourd'hui, là, en 2025, le 23 janvier, ça fait totalement sens puisqu'en fait, des gens continuent de consommer des articles. Donc forcément, tu produis des articles. En fait, Google continue de consommer des articles, hein, en réalité. Mais fondamentalement, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens à demander à des IA de générer des articles à l'appel qui seront a priori jamais vraiment lus par des êtres humains, ou en tout cas qui seront inintéressants globalement pour l'être humain, qui seront juste du déchet. Et en fait, si tu reproduis ça pour absolument tous les domaines, finalement, c'est quoi l'intérêt? Donc il y a certains domaines qui vont devenir absurdes. Il y a des choses qui vont devenir absurdes par l'extrême, où il y aura une overdose de. Mais t'as pas l'impression que c'est possible dans à peu près tout, quoi. Qu'est-ce qui reste à l'être humain? En fait, c'est ça. Tu pourras toujours aussi bien bouffer, tu pourras toujours aussi bien sortir, t'amuser, écouter de la musique. Non. Mais plus travailler alors du coup. Si, mais avec plaisir probablement. Tu vois. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à travailler avec de l'IA. Tu vois, c'est. Si l'IA fait tout, t'as plus besoin de toi travailler avec de l'IA, tu laisses l'IA travailler. Finalement, qu'est-ce qui reste à l'être humain? Ouais, mais l'IA ne pourra travailler de manière automatique que sur des choses qui peuvent être automatisables ou que tu peux déléguer. Donc, c'est pas les choses essentielles que tu as envie de faire. Donc, au plus tu vas déléguer les choses qui sont délégables et donc tu n'as pas spécialement envie de faire, qui sont automatisables. Enfin, tu vois, l'IA, elle va être bonne à faire des choses qui sont répétitives. Tu vois, lire les mails et savoir si tu pourrais avoir tu pourrais avoir 100 personnes qui reçoivent tes mails et qui doivent cocher une case sur qu'est-ce que le mail dit, quoi. Tu vois, ben non, là, tu as décidé de mettre de l'IA, mais tu pouvais déjà le faire avec de l'humain. La manière dont tu le fais aujourd'hui, tu prenais Mechanical Turk sur AWS ou autre, je sais même pas si ça existe encore. Si, tu peux le faire. Donc, tu n'as pas besoin de l'IA pour faire ce que tu as fait. La manière dont tu as programmé ton système de mail, ou dont moi je fais les questions, c'est plus rapide parce que c'est instantané et que tu n'as pas tout le délai de l'humain qui va le faire, mais tu pouvais le faire avec de l'humain de la même manière et qualité probablement similaire, quoi. Mais par contre, ce que tu vas pas déléguer, c'est tout ce qui te fait plaisir, quoi, tu vois, dans le travail. Alors oui, il y a peut-être des travails répétitifs. Je pense qu'il y a toute une partie de travail qui va évoluer, mais ça donnera plus de place à faire les choses qui nous motivent dans le boulot. Comme lesquels, par exemple? Mais moi, ce qui me passionne, c'est par exemple résoudre des problèmes, tu vois. Ça, t'as plus besoin. Si, mais après... L'IA, elle peut résoudre des problèmes. Ouais, mais il n'y a pas une seule solution à un problème, tu vois. Et donc, du coup, tu peux utiliser l'IA comme super pouvoir pour te trouver les milliers de... Donc, ça m'arrive souvent en voiture, dès que j'ai déposé les enfants, après avoir écouté un audiobook ou un podcast, d'avoir une conversation avec ChatGPT. Tout seul, quoi, tu vois, juste pour brainstormer. Donc, c'est un super pouvoir d'avoir quelqu'un. Donc, tu es en train de conduire, tu peux brainsser déjà, valider des idées, etc. Quoi. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es toujours plus intelligent que ChatGPT. Ça, c'est un fait. Mais essaie de visualiser un monde où, en fait,
le chat GPT avec qui tu parles, il est plus malin que toi. Ouais. Je veux dire, il a pas besoin de toi, quoi. Tu vois, t'as pas besoin de l'utiliser en réalité. Tu vois. Alors, je vais te challenger, je vais te faire un petit challenge là. Toi, en tant que CEO, t'as toujours aspiré à recruter des gens qui étaient plus malins que toi? Alors oui, tout à fait. Oui. Et donc tu t'entoures de gens plus malins que toi, et c'est quelque chose qui te fait plaisir, tu vois. J'essaye, mais ma capacité à recruter des gens plus malins que moi est pas toujours très bonne, tu vois. Mais ça, c'est une autre question. Mais alors, je peux entendre qu'on parle d'un niveau qui est extrêmement plus grand, mais c'est dans le travail de tous les jours, tu es déjà entouré de gens qui sont parfois ou souvent plus malins que toi. Et c'est pas pour ça qu'ils ont réponse à tout ou que c'est la bonne réponse, et que même s'ils sont vachement plus malins que toi, tu vois. Et il reste toi, qu'est-ce que tu as envie de prendre comme action, qu'est-ce que tu as envie de faire, comment est-ce que tu as envie d'avancer. Et c'est ça qui fera toute la différence. Et de toute façon, on n'y est pas. Parce que aujourd'hui, c'est pas plus malin que moi, c'est juste plus rapide à faire certaines choses, et que ça a une connaissance plus large. C'est surtout ça qui est incroyable aujourd'hui, c'est la manière dont on arrive à condenser une connaissance super large en quelque chose de si petit. Ouais, bien sûr. A priori, aujourd'hui, quelques centaines de gigas, quoi. Ouais, bien sûr. ChatGPT, aujourd'hui, il a accès à peu près tout ce qui a été écrit en tout cas, sur l'humanité, tu vois. Tout ce qui a été écrit, quoi. Il y a beaucoup de conneries qui ont été écrites aussi, quoi. Non, bien sûr. Et puis mais bien sûr. Mais voilà, aujourd'hui, il a accès à ce qui a été écrit. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui disent que les écrits, même tous les écrits de la planète, ne suffisent pas à appréhender le monde, tu vois, notamment la physique et ce genre de choses. Bon, après aujourd'hui, ChatGPT, il est multimodal depuis peu, tu vois, donc il est capable d'ingérer autre chose que du texte, des images, des vidéos. Mais c'est là où ça va devenir excitant, c'est quand parce que tu disais tout à l'heure que nous, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi, et ça rejoint ce que je disais. Finalement, de remettre en question notre manière c'est quoi notre intelligence. On a quand même beaucoup de choses en plus, comme tu vois, on a des senseurs, on est plus que multimodal là. Et en plus, il y a le côté relationnel très fort, et ce côté, et donc du coup, ça va être intéressant de rajouter de plus en plus de sensations à ces modèles, et de voir comment ça va permettre de réagir. Ouais. Non mais c'est bien, écoute, c'est intéressant en tout cas de voir que t'es optimiste, t'es serein. Moi personnellement, j'ai vraiment tendance à faire la politique de l'autruche. Tu vas me dire, j'ai pas envie d'y penser, quoi. Ça fait combien de millions d'années que l'humain est là, ça va. Ouais, non mais c'est bien. Écoute, t'as raison, honnêtement. Peut-être que je suis juste un peu angoissé. Mais non, et puis tu sais, il y a aussi ces problèmes d'alignement dont on parle souvent dans l'IA. Tu vois, une intelligence qui serait réellement plus intelligente que nous, alors qu'on n'a pas réglé le problème d'alignement, c'est-à-dire de s'assurer que quand on lui demande quelque chose, tu vois, tu lui demandes le truc classique, tu lui demandes de résoudre le problème le problème écologique de la planète, du réchauffement climatique. Si elle arrive à la conclusion qu'il suffit de supprimer des êtres humains pour résoudre le problème, tu vois, c'est le truc un peu bête, un peu facile, mais en gros, ça illustre le problème d'alignement. Aujourd'hui, personne n'a résolu ce problème d'alignement, et a priori, certaines personnes disent que c'est insoluble. Pas voilà, donc, je fais partie de ces personnes. Moi aussi, parce qu'en fait, tu vois, quand tu regardes, tu vois, tu fais parler deux êtres humains entre eux, ils sont pas capables de se mettre d'accord sur, tu vois, deux systèmes politiques différents, la gauche, la droite, le communisme, le capitalisme, tu vois. On est déjà pas capable nous-mêmes de s'entendre. C'est une fonction du temps aussi, et du passé, et du futur. Mais donc ça fait partie des choses aussi qui m'inquiètent, tu vois. Mais bon, après, voilà. Mais là, à court terme, en tout cas, c'est excitant, parce que ça apporte une nouvelle dynamique. Bah oui, on sort un peu du crud, on peut s'amuser, jouer, à faire pas mal de choses. Alors, ça bouge très vite, et ça, c'est extrêmement chiant. Désolé pour le gros mot, mais ça bouge tout le temps, et donc, je pense à mon fils qui pourrait écouter. Comment il s'appelle ton fils qui écoute? Il s'appelle Noah Wani. Désolé Noah pour les gros mots de papa. Mais donc ça bouge tellement vite que parfois tu as envie de lever le pied, parce que tu dis ce que tu vas faire maintenant, mais en fait demain ça aura plus de sens, ça sera obsolète, ça va très vite. Mais alors du coup tu réfléchis plutôt aux bases. Tu vois, nous, un parti qu'on a pris avec Helium, c'est que l'intelligence générative, elle a besoin d'informations de qualité pour pouvoir. Et même quand tu vois comment ils entraînent aujourd'hui les nouveaux modèles, en fait ils utilisent des anciens modèles pour améliorer la base d'infos qu'ils ont pour entraîner les nouveaux. Ils génèrent des nouveaux contenus qui sont propres,
Et donc tout le travail est fait pour vraiment avoir un point de départ qui est très très bon pour pouvoir enregistrer, entraîner les modèles. Mais c'est la même chose aussi pour la notion de question-réponse ou d'interroger ta base de connaissances. Si tu as la mauvaise qualité en entrée, tu as fortement de chance d'avoir la mauvaise qualité en sortie. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui va rester vrai pendant longtemps, quoi, tu vois. Et donc, du coup, beaucoup plus axé sur les outils ou les moyens que tu as pour pouvoir t'assurer que ta base de connaissances, elle est bonne, elle est à jour, c'est la dernière information qui va être utilisée, elle est en temps réel, donc si tu la modifies directement, tes utilisateurs ont la bonne réponse. Et puis les modèles, ils peuvent évoluer et en fait, ta base reste bonne, quoi, tu vois. Et c'est un capital que tu construis pour toi, quoi. Donc tu peux, même dans ce monde qui évolue très vite, rester sur des fondamentaux qui te semblent pertinents pour un certain temps, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Non, mais c'est super intéressant de pouvoir échanger un peu sur l'IA parce que c'est. Et t'as raison. Moi, après, tu vois, donc moi, je suis un peu inquiet. En réalité, comme je te dis, je fais la politique de l'autruche, c'est-à-dire très vite, je mets un couvercle et j'y pense plus. Et puis, je me dis, c'est génial. Mais ce qu'il en reste, c'est effectivement ce sentiment un peu comme tu sais, quand on a découvert l'iPhone, Twitter, Facebook, quand on a découvert toutes ces technos, tu sais, le Web 2, moi j'ai vraiment, comme toi, le même feeling, c'est qu'on vit, c'est un âge d'or, quoi, tu vois, il y a une ruée vers l'or, là, avec l'IA. Et t'as raison, Brice le disait très bien dans l'épisode, le 7e, donc juste avant le dernier qui est sorti, là, à ce jour, il dit aussi oh, qu'est-ce que je me faisais chier, quoi. On se faisait chier, là, ces dernières années. Il disait la seule révolution, ça a été la blockchain, qui est fondamentalement très chiante. Enfin, voilà, ça, c'est l'avis de Brice. Hein, mais ouais, non, c'est vrai. Il y a un côté hyper excitant à ce qui se passe pour le moment, en tout cas. Ça bouge très alors vite, je pense qu'il y a quand même eu, il y a eu tout ce côté UX quand même intéressant à un moment donné où on s'est dit quand même qu'il fallait mettre un peu de cœur dans les interfaces et que le B2B devait pas être que... Pas être chiant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, il y a quand même eu du fun là-dedans pour ceux qui aiment bien ça, tu vois. Mais ouais, ça reste... Alors, après, il y a quand même le hardware. Moi, le hardware, ça m'a toujours attiré, mais j'ai jamais... Enfin, tu vois, on en a parlé. Jamais fait vraiment le pas d'aller à fond dedans, mais j'admire certains... tu vois, je sais pas si tu connais Loïc Vigneron et ses potes qui sont en train de transformer une voiture... une vieille VW qui date de je sais plus combien d'années, ils l'ont complètement refaite en voiture électrique, mais quasiment autonome aussi, tu vois, et tout écrit, comme on ferait nous des développeurs, quoi, en Elixir, etc. Et ça, je trouve ça passionnant, quoi, de mélanger le côté hardware et le côté software. Et donc ça, c'est parce que j'avais pas les pieds dedans que tu restes dans ce monde crud, mais je pense que ceux qui sont dans le hardware, ils s'ennuyaient pas et ils ont encore beaucoup d'avenir aussi. C'est vrai. Et là, je pense que l'IA va aider aussi à faire des chouettes choses parce qu'en termes d'interface, en termes de communication, en termes ça va être incroyable, quoi. Le mélange du hardware et de l'IA, ça va être encore plus. Non, c'est clair. On le voit, les voitures qui vont aller toutes seules, les Optimus qui arrivent, etc. Qui roulent déjà toutes seules aux États-Unis. Tu peux prendre ils font déjà 200-300 km sans problème, sans intervention. À SF, tu peux prendre des taxis. J'ai oublié le nom de cette boîte. Mais t'as Waymo qui fait ça. Waymo, tu peux prendre un Waymo et tu prends plus un Uber, quoi. T'as plus de chauffeur. Après, derrière, t'as quand même encore des gars qui sont dans une salle avec un écran et un truc qui prennent leur lait en cas de souci, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est déjà là, quoi. C'est présent. Écoute, attends, j'avais envie d'embrayer sur cette histoire-là. Ton fils écoute le podcast, donc ça m'intéresse. Alors attends, donc parce que tu me l'avais dit avant le podcast. Il a quel âge? Donc c'est Noah, c'est ça? Ouais, il a 11 ans. Il a 11 ans, ok. Ouais, alors, il va avoir. Moi j'avais envie de te poser la question. Il a 10 ans, il va avoir 11 ans. Ok. Donc salut Noah déjà. Donc moi j'ai un fils de 8 ans, j'ai une fille de 12 et j'ai un fils de 8. Et mon fils de 8, il écoute aussi des podcasts. Alors pas zéro bullshit forcément, il n'a pas forcément envie d'écouter son père. Mais quand j'écoute des podcasts, il me dit ouais, laisse-le papa, tu vois, j'ai tendance à l'enlever. Mais du coup ça m'intéresse, tu vois, de faire un peu le parallèle, de savoir un peu, de poser quelques questions là-dessus. Donc ton fils ça l'intéresse, j'imagine, tu le forces pas à écouter des podcasts. Je le force pas, non, ouais. Ok, et parce que 10 ans c'est jeune, donc des podcasts plutôt business. C'est quoi ta vision là-dessus? Enfin, tu trouves ça bien qu'il écoute aussi jeune des discussions aussi sérieuses, business? Mais comment t'expliques qu'il s'intéresse à ça aussi, tu vois? J'ai remarqué, je passe pas mal de temps à certaines périodes avec, par exemple avec Xavier Daman, et on parle de plein de trucs. Que ce soit
politique, technique, philosophique, peu importe. Et parfois, Noah est à côté et il va être super excité d'entendre ce qu'on dit. Il dit, je comprends pas tout ce que vous dites, mais continuez, quoi, tu vois. Okay. Et tu sens qu'il y a une sorte d'excitation d'entendre des gens qui parlent de sujets qui le dépassent peut-être encore, ou mais dans lequel il peut peut-être aller capturer des choses qui vont l'aider ou qui vont l'inspirer. Et quand on écoute des podcasts comme là on écoutait celui avec Thibaut, je retrouve la même chose, tu vois. Il y a ce côté où il comprend peut-être pas tout, mais ça l'excite de pouvoir ne pas comprendre, en fait. Donc le podcast que moi j'ai enregistré avec Thibaut, c'est ça, l'épisode de Zero Bullshit avec Thibaut Lizière. Ouais. Ok. Et donc du coup là, tu sens qu'il y a ce côté excitation de pas tout comprendre, mais voilà, ça enclenche probablement des choses dans son cerveau qui du coup se mettent en place différemment, ou je sais pas, toujours en fait, quand tu vois comment on fait un LLM, t'as tous ces poids dans le cerveau, enfin dans le réseau de neurones qui se modifie à chaque fois que au fur et à mesure que tu l'entraînes, quoi, tu vois. Et nous, c'est la même chose. Nos neurones, le passage se fait à force de faire les connexions, et donc du coup, ça aide à ça, quoi, je pense. Et donc du coup, il y a un côté excitation. Alors après, je pense que beaucoup de gens de notre génération ont vécu des choses que eux n'ont pas vécues, et on relate des histoires historiques qui peuvent connecter certains points. Tiens, c'est peut-être pour ça que les choses sont comme ça aujourd'hui, quoi, tu vois. Donc tu as ce côté un peu historique aussi qui permet de faire la connexion des points, je pense, qui est intéressant d'entendre déjà à cet âge-là. Moi, très jeune, je me souviens d'avoir alors c'était pas mon père ramenait beaucoup de magazines. Il était, je sais pas, il dépensait toute sa fortune en magazines. Il y avait un libraire pas loin de chez nous, et tu vois, il avait les abonnements, on les recevait pas par la poste, ils étaient chez le libraire, donc il avait ces trucs. Et je lisais des trucs que je comprenais pas, quoi, des trucs d'électronique, des trucs d'informatique, je comprenais pas tout, mais je trouve ça excitant. Tu vois, ça. Et puis c'est resté, quoi, tu vois. Et puis après c'est aujourd'hui que tu fais les liens avec tout ce que t'as pu voir, quoi, tu vois. Ouais. Et donc je pense que ça fait partie de ces outils que tu peux avoir. Et puis de toute façon, quand tu es dans la voiture, soit tu écoutes de la musique, et puis la musique aujourd'hui, tu peux lui faire découvrir ce que toi t'aimais bien, mais en général ça c'est plus compliqué. Ça dépend, mais ils aiment bien leur truc à eux. Soit tu écoutes de la radio, mais franchement la radio, voilà. On écoute des audiobooks, mais alors du coup on les écoute quand les enfants sont ensemble. Alors parce que là, je sais pas, on a écouté tout le Harry Potter par exemple. Si maintenant sa sœur est pas dans la voiture, ça pose un souci, quoi. Elle ne suit pas, quoi. Oui, donc tu vois. Mais alors du coup, tu as les podcasts. Quand il y en a un qui est tout seul, tu peux prendre sur des podcasts, et voilà. Ouais. Ok. Et donc ça te dérange pas de leur mettre des idées. Enfin, non, je sais pas. Je cherche mes mots. Ça te dérange pas à 10 ans qu'ils soient déjà à entendre ce genre de choses très sérieuses d'adultes, quoi. Non, pas du tout. Ouais. Non, mais moi non plus, hein. Moi non plus, ouais. Mais je te pose la question parce que je me la suis posée moi-même, tu vois. Mon fils de 8 ans, je mets des podcasts un peu business comme ça, tu vois, un peu comme Zero Bullshit. Et il me dit non, laisse. Alors je me suis posé la question de qu'est-ce qu'il aime là-dedans à 8 ans, tu vois. Et mais puis, tu sais pas encore, en fait. Ouais. Et puis tu verras ce qui va en ressortir, quoi, tu vois. Non, bien sûr. Et puis, enfin, tu vois, je me suis posé la question de est-ce que c'est bien de lui faire écouter ce genre de trucs. Je veux dire, j'écoute pas des podcasts affreux, hein. C'est que des trucs un peu sérieux. Mais j'ai le sentiment que beaucoup de mes idées ou de beaucoup de choses viennent à chaque fois quand tu écoutes, quand tu lis, si tu lis un bouquin, n'importe lequel, hein. Et puis après, le nombre de fois tu dois relire les pages 3 fois, parce qu'en fait, à chaque fois que tu es en train de lire la page, tu penses à autre chose, quoi. Et donc ça crée de l'imaginaire, de l'envie de faire des choses. Ouais, je sais pas, moi je trouve que lire et entendre, parce que finalement écouter un podcast, c'est une manière de lire quelque chose. Ouais, c'est enrichissant, quoi. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un peu la conclusion. Enfin, moi je suis arrivé à la conclusion, je me suis dit finalement
pourquoi est-ce qu'il faudrait leur apporter que des choses un peu futiles, quoi. Oui, et puis la compréhension aussi de comment ça fonctionne, tu vois. Ça permet des fois d'expliquer, tu vois, c'est quoi un conseil d'administration, c'est quoi une assemblée générale, c'est quoi, comment ça fonctionne une entreprise, c'est quoi des Mais actionnaires. c'est ça ma question. Tu crois qu'à 8-10 ans, c'est le bon moment pour parler de ça? Alors 10 ans, je pense que... Alors, donc il va avoir 11 ans, il est en 6e primaire, donc l'année prochaine, il rentre quand même en première humanité. Et donc du coup, ouais, je pense qu'il a déjà une bonne vision du monde que pour pouvoir aller un cran plus loin et comprendre comment ça fonctionne, tu vois, se dire bah ouais, en fait une entreprise c'est pas un truc magique, quoi, tu vois, il y a quelque chose, il y a des gens derrière, il y a un mode de fonctionnement, puis même à l'école ils ont déjà tu vois, ils ont déjà des assemblées générales à l'école, donc il fait le parallèle, ah oui, donc du coup c'est comme à l'école quand on fait ça. Il y a des assemblées générales à l'école? Ouais, ils ont, dans l'école où ils ont des assemblées générales où tu vois, ils doivent récolter tous les problèmes qu'ils ont dans chaque classe et puis toutes les semaines ils font une assemblée générale. Et donc du coup, ouais, c'est un mode de fonctionnement. Et puis même comment une école fonctionne, t'as un pouvoir organisateur, t'as l'association des parents, donc t'as le, ouais, en tout cas, ça l'intéresse et il fait des parallèles. Donc je pense que s'il arrive à faire des parallèles et que ça l'intéresse, c'est que c'est le bon âge. Ouais, non, très bien. C'est ton plus grand, ça, 10, ouais. 11 ans. Ouais. Donc ils sont pas encore rentrés en rénové, t'as pas encore d'enfants en rénové. L'année prochaine. Ok. Donc on est en plein exploration. Ouais. Nous, elle est rentrée cette année en rénové. Ouais. La plus grande, 12 ans, ouais. Elle est rentrée en première, quoi. Et c'est un monde entre... Moi, tu vois, je disais, l'éducation, franchement, ça a pas mal évolué, je trouve. Les primaires, je vois mon fils, il est dans un truc très Montessori, comme ça, tu vois. Mais école communale, mais très, très Montessori. Ils appliquent toute la philosophie Montessori. Et alors, j'avais des amis qui avaient des enfants plus grands, ils me disaient, ouais, attends les rénover, tu vas voir, c'est pas ça va changer, délire. quoi. C'est pas le même délire, il y a pas le même la même implication. Les miens sont dans une école de Crolly à Ohain et donc c'est une méthode, c'est aussi une pédagogie active, donc très centrée sur les découvertes, partir de certaines choses que les enfants vont apporter en classe pour pouvoir créer le cours, etc. Donc c'est assez intéressant. Mais il existe une école de Crolly aussi en humanité à Bruxelles, par exemple. Tu vois. Il y a aussi une école pédagogie active à Nesfar. Il y en a aussi une fois que tu rentres dans le rénové, quoi. Ouais. Non, bien sûr. Mais ça reste un passage assez important. Mais après, c'est aussi, tu vois, le choix, ça dépend sur qui tu tombes, les profs. C'est même pas que l'école. Moi, je me souviens en primaire, en 3e, on avait un prof. Il avait amené des ordinateurs à l'école, des Schneider, des vieux Schneider à l'époque, des PC Schneider. Et il y avait le logo dessus. C'était un logiciel où tu avais une tortue que tu pouvais dire lève-toi, abaisse-toi, avance de 10, tourne à droite, tourne à gauche. Et ça dessinait, quoi. Et tu devais programmer en logo ta petite tortue et puis t'appuyais sur un bouton et ça te faisait ton dessin. Donc il disait ben voilà, maintenant essayez de faire une spirale ou essayez de faire un carré, de faire des trucs. En 3e primaire à l'époque, donc en 80, je sais pas combien, 89 on va dire. Mais ça m'a marqué. Genre, je me souviens du nom du prof, je me souviens du cours, je me souviens de la classe, je me souviens de tout ça. Mais peut-être que dans la même école, 2-3 ans après, si le prof t'as pas la même expérience, quoi. Tu vois, t'as pas le même. Ouais, c'est chaud, hein. C'est chaud de se dire ça. Il y a autant d'impact sur nos enfants l'impact est très très fort. Et que c'est très aléatoire finalement. Complètement. Ouais. Moi j'ai mon fils aujourd'hui, il voulait pas aller à l'école. Il voulait pas parce qu'il avait néerlandais. Ah oui. 1h30 de néerlandais à l'école. Et il déteste à un point qu'il pourrait se rendre malade pour pas aller à l'école, quoi. Et c'est vrai que j'y pense, tu te dis mais c'est compliqué, quoi. Tu vois. Parce qu'en plus j'ai juste envie de lui dire mec, je te comprends tellement, ça sert à rien le néerlandais. Enfin, tu vois. Mais ta fille fait de l'immersion, c'est ça que j'avais entendu. Alors ma fille elle fait de l'immersion, ouais, tout à fait. Enfin elle ne le fait plus maintenant parce qu'en rénové il y avait plus possibilité, mais mais c'est pas la même chose, tu vois. L'immersion effectivement c'est vraiment en cours toute la journée en néerlandais, quoi. Donc tous les cours, non. Ouais, si, tous les cours. Ah ouais, là c'était tous les cours. Maths, depuis la maternelle, tu vois. Ah oui, donc là c'est vraiment. Oui, ils sortent vraiment bilingues. Complète immersion, quoi. Ouais, immersion, quoi. Et, après, ça shift, hein. Plus les années avancent, plus tu t'approches du CEB, donc de la dernière année, plus. Je traduis parce qu'il y a des gens qui sont pas en Belgique. Donc, plus la proportion de cours français
néerlandais, s'inverse. Parce que, tu vois, ils ont quand même 2 heures de français par semaine au début, tu vois. Comme tu as 2 heures de néerlandais quand tu es dans l'enseignement classique. Et puis ça shift un petit peu, donc tu fais de moins en moins de néerlandais, plus de français pour quand même, tu vois, avoir ton CEB, quoi, savoir écrire un peu français, correctement en français. Mais effectivement, elle sort bilingue, donc là, c'est pas du tout un système que je critique. C'est plutôt bien, et en plus, tu vois, moi j'aurais préféré que ce soit l'anglais. Mais en réalité, apprendre le néerlandais, ça facilite énormément pour l'anglais, quoi. Donc, non, moi, ce que je critique, c'est ces cours, tu vois, ces cours 2 heures semaine de néerlandais où absolument personne ne parle néerlandais après 12 ans d'école, quoi. Et tu dis, mais, enfin, je veux dire, comment des gens, tu vois, à l'éducation se sont bannis à un moment donné. Ça fait quand même beaucoup d'heures d'être humain un peu gâché, quoi, tu vois. Ouais, j'ai vécu ça, moi aussi. Tout le monde a vécu ça en Belgique. Non, mais franchement, tu connais quelqu'un qui a eu, tu sais, des cours en rénové de néerlandais et puis qui est sorti en fin de 6e en parlant le néerlandais? Il y en a qui le faisaient, mais probablement pour d'autres raisons, quoi. Ils avaient peut-être fait des stages ou fait des trucs. Voilà, ça c'est la bonne manière. Ça c'est la bonne manière d'apprendre une langue, tu vois, en étant. Après partir dans l'étranger, c'est bien. Ouais, bien sûr. Mais donc, normalement. Enfin, tu vois, quand tu gères un truc un peu correctement, tu observes que ça marche pas et puis tu changes, quoi. Tu vois, enfin, tu ne persistes pas dans un système qui fonctionne pas pendant autant d'années. Enfin, je veux dire, moi, j'étais à l'école il y a 30 ans, c'était déjà pas du tout utile des cours de néerlandais. Et mon fils, en plus, il est en 3e primaire, tu vois, et c'est depuis cette année, c'est-à-dire la directrice nous a annoncé que depuis cette année, donc à partir de 2024, il commençait les cours de néerlandais en 3e primaire. Et même la directrice était pas. Avec le tronc commun, tout va changer. Et tu dis, mais un truc qui marche pas depuis autant d'années, sur autant d'élèves, et c'est même pas qu'ils persistent, c'est qu'ils en rajoutent une couche, quoi. Ils se disent, on va remettre encore plus de néerlandais qui sert à rien. Enfin bref, je pense que c'est déjà la 2e ou la 3e fois que je parle des cours de langue dans ce podcast. T'as une dent contre les cours de néerlandais. Un petit peu, parce que je me dis, tu sais, c'est quand même. Moi, je crois beaucoup. Moi, je pense que la chose qu'on a la plus précieuse, c'est le temps, tu vois. Et quand on l'utilise mal, je trouve que c'est vraiment dommage, tu vois. C'est du gâchis, après, pour donner, c'est mon côté un peu, tu vois, à pas prendre des positions trop tranchées. Moi, je trouve que mes enfants, probablement, ils vont pas apprendre le néerlandais avec les cours qu'ils ont, mais ils aiment bien. Je crois que la prof arrive à faire un truc assez ludique. Ils font des trucs. Mais ça leur permet quand même de savoir qu'il y a d'autres langues qui existent, qu'il y a des choses que tu peux dire différemment, il y a quand même des échanges qu'ils ont fait avec... mais je dis pas que c'est... il y a comme une ouverture, quoi, tu vois. Bien sûr. Mais après, mais l'objectif, résultat. Parler, là, ça fonctionnera pas, quoi. Moi surtout ce que je vois comme problème, c'est le coût d'opportunité. Tu vois, pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose en réalité. Donc je dis pas que c'est somme nulle, tu vois, c'est genre t'apprends strictement rien. Non, évidemment, je sais toujours dire goeiedag, tu vois, enfin, j'ai toujours quelques notions. Et effectivement, ça m'a ouvert un tout petit peu l'esprit. Mais le coût d'opportunité, c'est-à-dire pendant toutes ces heures-là, t'es pas en train de faire autre chose, quoi. Tu vois, genre des cours de cuisine par exemple, tu vois, de la musique, enfin, je sais pas, des trucs. Enfin bref, mais voilà, peu importe. C'est bien, j'ai mon podcast, je peux me plaindre sur le système éducatif. Ce qui n'est pas forcément le but. J'avais des questions un peu plus ouvertes qui m'intéressent de te poser parce que je sais que voilà, tu auras des bonnes réponses. Si tu n'avais pas été entrepreneur, je sais bien que c'est compliqué, tu m'as dit que tu te voyais difficilement faire autre chose, mais imaginons, t'es pas dans l'entrepreneuriat, t'es pas dans la tech, t'es pas dans tout ça, ça aurait été quoi qu'est-ce que tu aurais fait d'autre, tu penses, de ta vie? Moi, je pense que j'aurais été... quelque chose qui m'intéressait, et là, pour le coup, mes parents m'ont peut-être plus freiné, c'était tout ce qui était artistique, plus... Alors, soit de cinéma ou conception 3D. Il y a, à un moment donné, alors c'était... il y a longtemps, j'avais lu Les Fourmis, je sais pas si tu as lu Les Fourmis de Bernard Werber. Alors à l'époque, ça m'avait, j'avais trouvé que c'était génial comme livre. Je pense que si je le relis aujourd'hui, j'aurais peut-être une vision différente, mais et j'avais qu'une envie, c'était de le faire en 3D, quoi. Tu vois, après avoir lu le livre, je voulais que ce soit un film, qu'il existe, et donc j'avais, je sais plus, 3D Studio Max ou un truc sur mon ordinateur, mais c'était il y a longtemps, quoi, tu vois. Et donc ça m'intéressait, pouvoir peut-être aller à l'IAD. Tout le monde plutôt créatif assisté par ordinateur et quelque chose qui m'attirait. Et donc je pense que j'aurais fait ça. C'est toujours possible? Oui, bah donc du coup, alors aujourd'hui ça m'intéresserait moins, je pense, parce que j'ai moins la patience que j'avais
parce qu'il faut beaucoup de patience pour, je pense, pour faire ça. Je pourrais peut-être le faire plus avec en équipe, alors tu vois, et moi moins les mains dans le cambouis. Je pense que aujourd'hui, j'ai pris plus de passion tu disais le pain, par exemple, ça c'est quand même quelque chose qui m'a passionné beaucoup et que je fais moins maintenant. Depuis qu'il y a des très bonnes boulangeries, j'ai la femme de mon cousin qui a ouvert une super bonne boulangerie pas trop loin de là où mes enfants font du hockey. Et donc, du coup, j'ai plus d'excuses pour faire le pain moi-même parce que le sien est fabuleux. Donc, tu faisais ton pain toi-même parce que tu voulais juste du bon pain et t'en trouvais pas. Ouais, en fait, quand Noah est arrivé en 2014, je voulais qu'il mange du bon pain, en fait. Et moi, plus jeune, je faisais du pain à la maison chez mes parents. Ma mère a toujours fait le pain, mais d'une manière qui ne me plaît pas spécialement aujourd'hui, tu vois, de manière un peu classique, un paquet tout fait de farine, voilà, tu mélanges, tu mets ta levure, tu mets ton truc, c'est parti, quoi. Et j'ai voulu aller plus loin, et donc très vite, le pain au levain, il y avait quelques personnes qui commençaient sur Instagram, t'avais un début de cette culture qui arrivait, que je ne connaissais pas, et que j'ai découvert, que j'ai appris à apprivoiser, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai 2 fours à pain. Il y a une marque belge qui fait des Rofco. C'est une marque qui fait des fours à pain avec des pierres dedans. Et on en avait au bureau. On faisait du pain au bureau. Ouais, donc je suis allé très loin là-dedans, quoi. Mm-hmm. Et puis après, le geek du pain, quoi. Ouais. Et après, en 2020, période de Covid, c'est devenu mainstream, quoi. Tu vois. C'est ce que j'allais te demander. T'as commencé en 2020? Non, t'as commencé. Non, en 2014. T'es un vrai OG, quoi. Du pain, quoi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'avec le Covid, ça a popé de partout. Tous les gens sont mais grâce à ça, il y a quand même des très bonnes boulangeries du coup qui sont ouvertes. Parce que faire du pain, tu vois, faire le pain comme j'aime bien, ça te prend 3-4 jours de délai, quoi. Tu vois. C'est pas évident, quoi. Il faut te organiser, bien faire, etc. Et avec 3 enfants, etc. C'est pas toujours évident. Et donc du coup, pouvoir aller chercher le pain à un endroit qui le fait bien, où t'as confiance, voilà. Ouais, c'est bon, quoi. Mais c'est quelque chose qui continue à me passionner, tu vois. J'ai plein de bouquins sur le pain, je suis encore beaucoup de choses. Ouais. C'est marrant. Hein. C'est marrant le pain. Ouais. Non mais c'est cool. Mais c'est vrai que t'as raison qu'il y a un côté. Enfin, moi j'en ai fait un petit peu comme ça. Je veux dire, je suis pas un geek du pain, mais c'est vrai que tu vois que si tu veux le faire bien, les levains et tout, la panification, c'est une parce que finalement le nombre d'ingrédients est très très faible. Hein. Mais il y a un vrai domaine d'expertise qui s'appelle la panification. Les gens étudient ça à l'université. C'est ouf. C'est ouf. Ok, c'est cool. Mais donc, on parlait du pain, mais tu m'as pas dit qu'un fantasme de reconversion, ça serait de devenir boulanger. Hein. Non, alors je pense que la vie de boulanger, c'est peut-être pas quelque chose qui m'attire. Donc, vivre du pain, en fait, faire du pain et faire profiter les personnes qui m'entourent, ou même un ensemble de très grandes personnes, ça me plaît. Je prendrais beaucoup de plaisir à pouvoir faire du pain et que les gens puissent le manger et eux-mêmes soient satisfaits. Mais je pense que je prendrais moins de plaisir à en vivre. Et donc, du coup, tu disais au début de l'épisode. Voilà. Et donc, si j'étais amené à faire de ça, ce serait pas... je devrais pas le considérer comme un métier, mais plus comme une passion que je partage, quoi. Ouais. C'est marrant, hein, c'est marrant. Gilles Basler, on a eu la même discussion dans le podcast où il se verrait bien ouvrir un resto. Ouais. Mais pour la même raison, il le ferait pas parce qu'effectivement, c'est pas rentable. C'est très compliqué de vivre de ça. Je pense qu'une boulangerie c'est rentable, hein. Bien fait, bien géré, mais ça scale pas, quoi. Non, ça c'est sûr. Ça fait partie des choses que j'explique aussi aux enfants. Tu vois, ce côté scaler ou pas scaler, c'est pas évident. Hein. Écrire un livre, ça scale. Faire du pain, ça scale pas, quoi. Alors ça dépend. Si tu fais une franchise, ça scale. Oui, du coup tu peux faire la franchise, mais là à ce moment-là tu fais plus le pain toi-même, quoi. Tu fais plus le pain, tu fais plus du pain, tu fais. Ouais, donc du coup ça devient autre chose, ça devient un business. Donc tu vois, c'est là où c'est. Voilà, faut que ça reste une passion, je pense. C'est plus le plaisir, c'est avoir la main dans la pâte, gérer son levain, voir le résultat du pain qui sort, l'odeur, le craquement du pain qui. Ouais. Et tu penses pas que tu pourrais ouvrir une boulangerie, mais pas la gérer toi-même? C'est-à-dire pas en faire une franchise ou un truc qui scale, on est d'accord, mais quand même avoir une bonne boulangerie, mais avoir des gens qui travaillent dedans, et puis quand tu y vas, t'es chez toi, tu vois, tu vas chercher une baguette, tu vois, derrière le comptoir. Mais je devrais une fois parler avec, je sais pas si tu te souviens de Sébastien de Halleux, qui avait fait
qui avait lancé une société de jeux aux États-Unis, en Californie, puis qui a vendu à Disney, etc. Enfin, il a un frère, François Dehalleux, qu'on avait croisé lors d'une des web missions à San Francisco. Lui, il n'a pas fait Vive la Tarte. Non. Oui, François Dehalleux. Alors, Vive la Tarte, c'était deux. Je me souviens plus des noms des deux personnes. Je me souviens très bien de Vive la Tarte. Ouais, c'était des consultants ici en Belgique qui sont partis avec la recette de leur grand-mère faire des tartes. Et ça existe encore, je crois, et ça a bien grandi. Mais François Dehalleux, non, lui, il travaillait chez Google dans le marketing, et quand on a été visiter Google, c'est lui qui nous avait ouvert les portes. Et il a déménagé en Espagne, il a ouvert une boulangerie, Origo Bakery, mais une belle boulangerie vraiment qu'elle a vraiment bien faite, et je sais pas, je devrais une fois lui en parler. Ça peut être intéressant une fois de l'avoir aussi dans le podcast à fond, parce que là pour le coup passer de San Francisco à Madrid en mode j'ouvre une boulangerie, c'est pas mal comme ça me fait penser à Vincent Battaglia, qui a aussi vécu pas mal à SF, qui a bossé avec Xavier Daman, et puis qui est parti vivre à Barcelone, et qui a aussi exploré pas mal de choses autour de la nutrition. Et encore maintenant d'ailleurs, tout ce qui est santé, tout ça. Les régimes. D'ailleurs, oui, ils sont lancés dans Riva, j'ai oublié le nom, mais une start-up santé. Ouais, c'est vrai que c'est aussi quelqu'un que je pourrais inviter. Avec Jérémy Levan, qu'on avait aussi croisé lors de Sunrise. Ouais, mais avant ça, même la première web mission, il travaillait avec chez Foursquare. Même encore avant, avec Loïc Lemeur. Ouais. Il travaillait sur et alors Loïc Lemeur avait fait, je sais plus qu'est-ce qu'il a fait comme outil. Il avait fait un truc qui était connecté à Twitter, je sais plus quoi. Et Jérémy était il était étudiant en design à San Francisco, et il travaillait avec Loïc à ce moment-là. Et puis après, il a travaillé pour Foursquare, puis il est allé à New York, et puis il a fait Sunrise, et puis Microsoft, etc. Mais on l'avait croisé à la première web mission, je pense. C'est ouf aussi comme histoire, hein, ça, Sunrise. Je pense que ça a choqué un peu tout le monde. Hein. Cette boîte, un an après, pas un seul utilisateur payant. Pas un euro de revenu qui se vend combien 100 millions, je crois, à Microsoft. C'est vrai que tu te dis, waouh, c'est de la success story. Mais ça en fait des gens à inviter. Faut qu'ils soient dispo, c'est pas toujours évident, mais non, très bien. Mais donc peut-être une bonne petite boulangerie, un de ces quatre. Alors pas forcément toi dedans au quotidien, mais avec ton nom sur la façade, quoi. Tu vois. Ouais. Je t'inviterai quand je l'ouvre. Écoute, j'espère. Question comme ça, un peu, tu vois, pour se projeter. 2 questions en une, en fait. C'est quoi ton objectif pour 2025 ? Et puis, je te pose tout de suite la deuxième, comme ça tu peux... Et puis surtout, c'est quoi ton objectif pour les 20 prochaines années ? Oula, c'est tricky, ça. Pour 2025... Objectif professionnel, objectif. Tu sais, le matin, tu te lèves, tu te dis, cette année, il faut que... Tu vois. Ouais. Alors, on est dans une 4e phase de Helium, et je pense que mon objectif pour 2025, c'est d'arriver au bout de cette 4e phase. Donc, j'ai pas mal de plaisir à réfléchir et à faire évoluer la direction produit de ce qui est en train de se prendre. Alors, c'est pas moi qui gère le produit chez Helium, mais tout ce qui est l'énergie pour arriver dans une direction, en général, c'est moi qui la donne encore. Et donc là, de ce côté-là, il y a cette motivation à tirer la boîte dans une vision encore plus claire. Donc là, je pense que au début de Knowledge Plaza, on a divisé les propositions de valeur que pouvait avoir le produit, donc on en a eu beaucoup. Et puis petit à petit, on les a rationalisées et on recentre. Et là, on continue dans cette direction-là. Et je pense que c'est une chouette direction à prendre, en fait. C'est facile de dire oui à beaucoup de choses. C'est plus difficile c'est plus excitant, en fait, de dire non et de prendre une direction plus fermée. Donc c'est un apprentissage. Ouais. Et donc il y a ça. Alors, je me suis aussi lancé dans des projets un peu externes. Donc, je suis dans le conseil d'administration du club de hockey où moi je joue, les enfants jouent, et puis je suis aussi dans l'association des parents de l'école. Donc là, il y a des choses à faire aussi de ce côté-là, et du coup, comment
rendre toute la gestion du club plus efficace et plus automatique et plus écologique et plus... donc, ouais, il y a des sujets intéressants à faire à ce niveau-là. Et puis, je suis dans un projet de rénovation aussi. Donc, ça fait beaucoup de... C'est beaucoup de projets. Voilà, ça fait beaucoup de projets en plus. Mais ça revient un peu... tu vois, à l'époque, on avait les bêta groupes, les web missions, les drinking de web, tout ce genre de choses, les startup.be. Et tout ça, il y a plus vraiment, quoi. Alors, du coup, je pense que... Et puis, il y a les enfants aussi. Donc, je pense que toute cette énergie qu'on mettait dans ces activités, moi, en tout cas, aujourd'hui, j'ai tendance à la mettre dans des projets plus communautaires et plus proches de la famille, quoi. Mmh, mmh. Ouais. Donc ça, c'est ton objectif pour 2025, c'est avancer sur ces projets. Continuer, ouais, je pense. Alors, pour 2020... Non, pour les 20 prochaines années. Pour les 20 prochaines années, donc ça nous met en 2045. 2045. Les enfants seront normalement plus ou moins partis de la maison, à peu près, ou en transition. Ouais, Elium aura 37 ans. Je pense que ma compagne et moi, on a quand même rencontré pas mal de monde dans notre vie à différents endroits, et je pense qu'un projet à faire d'ici 20 ans, c'est de pouvoir aller beaucoup bouger et revoir tout un ensemble de personnes à travers le monde. Je pense que, ouais. Voyager. Ouais. Je pense que j'ai pas mal voyagé jusqu'à une période, et puis avec les enfants, c'est pas une excuse, hein, mais j'ai décidé de moins voyager, ou en tout cas voyager différemment, et donc je pense que ça serait une optique à ce moment-là, quoi. Et t'as pas envie de voyager avec les enfants ? Si, mais c'est différent alors, pour différentes raisons. Voyager long terme, c'est compliqué, mais donc du coup, quand tu voyages, c'est 2 semaines, tu vois, c'est pas, tu pars pas 6 mois, quoi, tu vois, ou 1 an, ou 2 ans, enfin, c'est pas la même chose, quoi. Donc il y a une sorte d'attache, d'ancrage local qui est ici, et qui évoluera du coup avec le temps et avec l'âge des enfants. Alors, mon petit a 2 ans, donc j'ai encore du temps, tu vois. Mais ouais. C'est marrant, j'ai le même feeling que toi, ce sentiment de ne pas pouvoir se déraciner pour l'instant avec les enfants. Pourtant, moi, l'envie est très très forte. Hein. Vraiment, c'est parfois même un peu un tiraillement, tu vois, de me dire, je peux pas déraciner mes enfants, leurs amis, l'école et tout. Et en même temps, je voudrais tellement, tu vois, aller 6 mois, je sais pas où, quoi, ou 1 an, vivre ailleurs. Ça serait tellement bon. Surtout que tout est plus facile qu'avant pour faire ça. Je veux dire, on peut travailler facilement à distance. Enfin, nous, on est en full remote, donc pareil, peu importe où on est, c'est très bien. Et donc, du coup, tout a été fait pour pouvoir le faire, mais le faire effectivement, c'est peut-être une question de moment, de temps, quoi. Ouais. Mais ouais, donc je pense que ça, c'est un point. Alors, je pense que d'ici 20 ans, je pense que je vais quand même faire donc, imaginons... Donc là, Elium, il y a encore une vie que j'ai envie de lui donner. Cette vie, elle va, je pense pas, durer encore 20 ans. Mais après, se lancer dans un projet plus hardware, c'est quelque chose qui me... Voilà, ça c'est un truc qui me manque. Si j'ai bien quelque chose qui me manque, c'est le hard. Alors là, j'aime bien bricoler avec plein de trucs, et je pense que le monde d'aujourd'hui nous apporte tellement de choses qui permettent de bricoler facilement. Mais aller plus loin là-dedans, c'est... Alors, dans quoi, j'ai pas encore la réponse. Ouais, ça allait être ma question. Ouais, mais ça peut lié à des passions. Donc, par exemple, le pain, je vois... Il y a des choses qui me plaisent beaucoup sur ce côté long et de faire les choses, etc. Mais il y a pas mal de choses que tu pourrais, avec du hardware, faciliter, améliorer, ou donc peut-être dans le pain. Mais ça, c'est voilà. Juste par rapport à la passion. Mais après, il y a beaucoup d'automatisation de choses. Tu vois, ici, je vais donner un exemple tout simple. On est... je joue au hockey, et au hockey, la saison d'hiver, elle se fait en indoor. Et soit tu vas dans des salles qui sont fermées
genre un hall omnisport, tu vas jouer à l'intérieur, ou alors tu construis une structure temporaire sur un terrain extérieur, donc tu mets une énorme tente, ou deux énormes tentes. Ouais. Sauf que les bulles, ça coûte quand même assez cher, mais donc tu mets des tentes avec un plancher au sol et tu mets un plancher en plastique. Mais du coup, la contrainte, c'est que la tente, elle doit être chauffée. C'est le bordel parce que tu dois avoir des chaudières à l'extérieur qui bouffent du mazout à mort, donc c'est pas trop écologique. Ta salle, en fait, elle peut pas être mouillée. Si le sol est mouillé, tu glisses, tu tombes, et donc les gamins, ils vont se faire mal, et donc ça va pas. Il peut geler. Donc tu as l'humidité que tu dois contrôler, tu dois avoir la température, la consommation de mazout, etc. Et donc tu as des dizaines et des dizaines de salles comme ça qui sont mises, mais qui bouffent du coup du mazout de manière stupide. Et donc du coup, il y a moyen d'améliorer ça. Alors déjà en mettant des structures plus adaptées, mais aussi en mettant du hardware qui permet de gérer ça plus correctement. Voilà, c'est des petits trucs qui m'amusent, tu vois, avec des Raspberry Pi, des Arduino et ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais c'est vrai que le hardware, c'est toujours un truc très attirant, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est tellement difficile, quoi. C'est un truc... Ce qui est complexe, c'est une fois que tu le mets dans la nature. Donc, si tu fais du hardware à grande échelle, c'est que, en gros, tu dois être sûr de ton coup, quoi. Tu veux pas coucher un fixe. La première expérience qu'on a eue en faisant ces copybox, c'est... il y avait toute une partie USB qui fonctionnait pas, et c'était hardware. Donc, c'était vraiment les fils sur le PCB qui avaient peut-être quelques millimètres de... Mais une fois que tu avais shippé tes 12, ou alors c'était une petite quantité, quoi, mais ça coûtait cher pour nous à l'époque. Mais du coup, ça nous a pris un temps de fou pour trouver comment corriger ça en hardware. Et ouais, donc j'admire des gens comme Tesla qui arrivent à corriger des problèmes hardware parfois juste avec du soft. Tout est réfléchi jusqu'à à devoir. Tu vois, ils ont des problèmes d'inversion de courant dans un système qui fait griller des cartes qu'ils ont dans des voitures. Ben, ils arrivent en software à mettre à jour pour pas devoir corriger physiquement le hardware. Ouais, c'est pas mal. Mais c'est ouais, non, c'est il y a quelque chose de passionnant. Alors j'ai un ami, un ancien associé qui était dans la boîte suisse qu'on avait repris, qui s'est lancé dans le hardware pendant tout un temps, et c'est vraiment dur, quoi. Mais c'est voilà, mais il faut être passionné. Mais tu fais aussi un peu du hardware, je pense, non, avec les montres. Ouais, alors c'est relativement low-tech. Hein. C'est-à-dire que... Ouais, alors, il peut y avoir des problèmes, effectivement, mais c'est moins compliqué quand même que des Tesla, quoi. Ouais. Tu vois, en termes de... Moi, c'est vrai que comme toi, moi, je suis admiratif Tesla, mais pas que. Hein. Je veux dire, des fois, quand tu regardes le monde autour de toi, tu te dis tout, hein. Là, j'ai une PlayStation 4, tu vois, qui a 10 ans, qui tourne très bien. Mon fils joue avec. Tu vois, je veux dire, une PlayStation 4, quoi. Et je veux dire, ils ont distribué des millions sur cette planète. Et a priori, elles fonctionnent toutes très bien, tu vois. Les contrôleurs, les joysticks, les trucs. Et quand tu regardes le monde autour de toi, c'est partout, en fait. Hein. C'est vraiment partout. Et des trucs, des fois, où tu te dis, y a la vie des gens est en jeu, tu vois. C'est pas... genre une bagnole, tu vois, enfin, une bagnole, si les roues se barrent, parce que, tu vois, au niveau conception, t'as fait un truc, t'as fait une couille. Bon, là, il y a des régulations qui sont mises en place. Avec le temps, ça c'est... Mais c'est sûr que c'est... d'office. Mais les PlayStation, c'est marrant, ça me rappelle que la PlayStation 1, quand elle était sortie... Alors, j'ai jamais été fort orienté jeu, je pense que toi, un peu plus, hein, mais mon père avait acheté une PlayStation 1 à l'époque quand on était jeune. Et du coup, on avait Internet à ce moment-là. Et la première chose que j'ai fait, c'était essayer de comprendre comment on pouvait copier les CD. Puis on pouvait pas. Sauf si tu mettais une puce avec un pic. Et donc, du coup, j'ai commencé à... Et mon père était un peu dans l'électronique et tout ça. Donc, du coup, j'ai acheté plein de puces. J'ai trouvé les programmes, comment il fallait le faire. Il fallait faire un programmeur. Puis, il y avait 4 fils à souder. Puis, j'ai commencé à faire ça pour des potes. D'acheter la puce, je sais plus moi... 7 francs belges, tu la revendais 75 francs belges, tu faisais x10 sur le composant. Et donc, du coup, c'était
un de mes premiers projets hardware, c'était installer des puces dans des PlayStation. Ouais, je me souviens très bien. Pendant que ça va, il y a j'étudiais, prescription là, normalement. Tu risques plus rien. de dire ça. mais ouais, effectivement, le piratage des disques. Ah, mais c'était pour pouvoir jouer des backups, évidemment. Oui, bien sûr. Oui, non, ok, bien sûr. Et tu vendais que à des copains et de la famille. Ouais, voilà. Ouais. Mais ouais, non. Mais c'est vrai, sur le hardware, c'est très difficile, je pense. On a eu une petite discussion notamment avec Thibaut Lézère à propos de ça, qui a fait des voitures, lui. Ouais. Effectivement, le coût du rappel, quoi. Tu vois, genre, t'as un problème sur une chaîne, enfin sur une série, et tu dois faire un rappel. Lui, ça a mis carrément la société en faillite. Ah, c'est le premier truc quand je vois un business plan qui passe avec du hardware et s'il n'y a pas une ligne rappel, maintenance et des défauts assez grandes, tu te dis, mais attends, là tu te trompes, quoi. Tu te rends pas compte de. Ouais, le SAV et tout. Moi, je fais des montres et effectivement, il faut penser dès la conception au fait que ça va couiller, quoi. Il y a des trucs qui vont planter, qui vont devoir être changés, que les gens vont casser, tu vois, ils vont cogner, ils vont l'utiliser d'une manière dont tu t'y attendais pas. C'est certain. Et donc, non, c'est clair. Mais je suis comme toi, moi, le hardware, ça m'a toujours un peu attiré. Il y a vraiment un côté magique au hardware, tu vois. Et surtout avec le hardware connecté, l'IoT et tout. C'est excitant. Moi, que je vois les robots Optimus là, de chez Tesla, je me dis, waouh, quel pied ça doit être de bosser dans un truc comme ça. Tu vois. Parce que là, tu as un concentré de tout. Il faut que ce soit. Donc, c'est tous les matériaux, il faut que ce soit léger. Tu as tout le côté autonomie, batterie. C'est passionnant. Hein. Tous les. Et puis, avoir une main à 22 niveaux de direct. Enfin, c'est ouf, hein. C'est dingue, mais. Moi, ça me passionnerait. Moi, je crois que ça me passionnerait. Il y a des fois, tu vois, on me demande la question que je t'ai posée sur est-ce que tu pourrais ne pas être entrepreneur. Moi, je suis comme toi, je pense que je suis inapte au travail d'employé, quoi, tu vois. Sauf, peut-être, à rejoindre des boîtes comme ça, quoi. Tu vois. Des fois, j'y pense, tu vois, ça me traverse l'esprit. Mais ça, c'est peut-être un point, t'as raison, quelque chose qui manque et qui n'est pas facile à trouver, en tout cas en Belgique, et donc qui donnerait de l'intérêt à aller ailleurs, c'est d'avoir cette expérience dans une boîte, soit qui fait quelque chose ultra pointu, ou qui a une très forte croissance, quoi. Vivre une croissance, une croissance à la OpenAI qu'ils ont aujourd'hui, ou d'autres, enfin, un truc de dingue, quoi, et que tu peux reproduire après, et ça, c'est très difficile à vivre. Alors, Odoo, peut-être, mais encore, la croissance n'est pas aussi rapide que ce que tu pourrais voir ailleurs, mais vivre ça, c'est quelque chose peut-être qui aurait pu... Mais je pense pas qu'à l'époque, j'avais le recul pour pouvoir me dire ça peut m'être utile plus tard, ou d'avoir la présence d'esprit, de voir cette vision, de se dire, en fait, vivre une croissance quelque part, je vais pouvoir l'utiliser pour faire ma propre croissance par après. Et donc, du coup, peut-être une société très techno aussi, très pointue. Clairement, Tesla... mais lors de la toute première Webition qu'on avait été invité au Google I.O., ils avaient mis une Tesla, le Roadster à l'époque, il y avait encore que ça, il n'y avait pas encore le modèle S. C'était une Lotus ou c'était une Lotus Elise qui a été transformée en électrique et qui était là dans le building du Google I.O. Tu pouvais rentrer dedans, t'asseoir dessus, c'était tout neuf, quoi, tu vois. Mais et c'est dingue le chemin qu'ils ont pris jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est dingue. Hein. Tu roules en Tesla, toi, non? Je roule en Tesla et j'ai très tôt. Tu fais un des premiers en 2015. En fait, quand le modèle S70D est sorti, c'était le sweet spot. Je crois que tout ce qui était au-dessus était encore un peu cher. Et puis, je voulais une 4 roues motrices pour la stabilité, parce que sinon c'était une propulsion et une batterie qui n'était pas trop grande, mais pas trop petite non plus. Et puis là, c'était le sweet spot qui est sorti. Je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça. À ce moment-là, il faisait très peu de véhicules. Mais Belle boîte, hein. Belle boîte. T'as bien vécu. On est à 1h52 là. Donc, on est bien, tu vois. On est bien. On a discuté 2 heures tous les deux, c'était cool. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais aborder, des choses dont tu voudrais parler, que tu regrettes de ne pas avoir dit, ou des choses que tu voudrais dire à ton fils quand il écoutera cet épisode? De me pardonner les insultes. Non, voilà, pas eu tant que ça. Hein. Non, ça va. Non, je pense, écoute, non, je pense que c'est
C'était intéressant de retracer, je trouve, un peu ces différents événements qu'on a eu à une certaine époque, de pouvoir tu vois, se dire qu'il y a des... Alors, je pense parce qu'il y a encore le Beta Cowork qui est à Bruxelles. Il y a peut-être encore des trucs qui se font là. Je suis pas certain, moi. Non, ouais. Bah, c'est un coworking, quoi. Ouais. C'est un coworking, c'est un reliquat de Beta Group, effectivement. Ouais, qui est resté parce qu'il y avait Ramon à l'époque qui avait repris Ramon ça. Suarez, maintenant, c'est Eric Rodriguez avec Tone. Tone qui a souvent des choses aussi très intéressantes à raconter. Non, je pense que Ouais, non, je pense qu'on a connecté pas mal de points. C'était intéressant. Ouais, c'est ce que souvent les gens qui passent dans le podcast me disent. Ils me disent 2 heures, c'est quand même cool. On fait pas souvent ça. 2 heures de discussion, d'introspection, de refaire un peu le parcours aussi, d'expliquer d'où on vient, pourquoi on en est là aujourd'hui. C'est souvent apprécié par les gens qui viennent dans le podcast. Bon. Ça t'a fait plaisir ? Ben oui, écoute, merci pour l'invitation en tout cas. C'était très sympa. Et ça m'a fait plaisir de te revoir parce que finalement, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus fait une longue discussion comme celle-là. Et donc, ouais. Il faut qu'on recrée un bêta groupe d'une manière ou d'une autre. Oui. Ou on laisse Thibaut le faire. Ouais, je pense qu'il fera ça très bien. Exactement. Bon, écoute, top. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. Et merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao. On stage, Vincenzo. Vous ne serez plus jamais solo.